J'ai commencé à jouer à Dragon Age grâce à ma mère. Je me souviens de son ordinateur dans le salon, des bribes d'images figurant des dragons, des mages, une sorcière à la langue bien pendue et des monstres peu ragoûtants. C'était Dragon Age Origins. Moi, j'avais quelque chose comme 9 ans et demi lorsqu'il est sorti, alors je n'y ai pas joué tout de suite. Mon premier Dragon Age a été le 3e, Dragon Age Inquisition. De là, j'ai remonté les jeux comme on remonte le temps. Dragon Age 2, puis Dragon Age Origins. On a attendu le 4e, The Veilguard, pendant près de 10 ans. Une attente à la fois pleine d'espoir et de doute. Aujourd'hui, je veux vous parler de la saga Dragon Age parce qu'elle me tient à cœur et que son évolution pose pas mal de questions. À travers ces jeux, nous interrogerons donc le genre de la fantasy épique et l'industrie du jeu vidéo, ainsi que leur propension à verser dans la surenchère. Mais avant toute chose, il faut que je vous raconte une anecdote. En novembre 2004, un topic à l'allure anodine est ouvert sur un blog du LiveJournal. L'article s'intitule « EA, The Human Story ». L'auteur, au pseudonyme d'ESpouse, donne un aperçu de ce à quoi ressemble sa vie en tant qu'épouse d'un développeur de jeux vidéo. Et ce qui commence comme un simple partage d'expérience entre personnes d'un même milieu s'apprête à prendre des proportions nationales aux conséquences insoupçonnées. Dans son article, ESpouse s'adresse directement aux exécutifs de la célèbre boîte de jeux vidéo Electronic Arts. Elle raconte l'histoire de son mari qui, un an plus tôt, travaillait pour un petit studio de jeux vidéo, disparu comme beaucoup d'autres suite à des erreurs de management ou à des rachats de la part de plus gros éditeurs. Il se voit donc offrir un travail à Electronic Arts. Durant l'entretien d'embauche, on lui demande innocemment ce qu'il pense du fait de travailler pendant de longues heures. Question somme toute assez banale, puisqu'à l'époque c'était la norme. Et donc, sans se douter qu'il vient de tomber dans un bourbier, le mari d'ESpouse accepte l'offre. Il est directement mis sur la production d'un jeu Seigneur des Anneaux. Et après quelques semaines de travail, l'équipe de développeurs est poussée dans ce que ESpouse appelle un mild crunch, c'est-à-dire un crunch modéré. Le crunch est un terme utilisé spécifiquement dans l'industrie du jeu vidéo pour désigner une période, souvent à l'approche de rendu, durant laquelle les employés vont faire de longues heures supplémentaires, ce qui peut aller d'un peu plus de 8 heures par jour jusqu'au week-end inclus. C'est un processus utilisé depuis des décennies qui était à l'époque très peu discuté. Ce crunch modéré, explique ESpouse, consiste en des journées de 8 heures, 6 jours par semaine. Le studio se justifie en expliquant que cette période de crunch léger permettra d'éviter un crunch plus lourd au moment des rendus finaux. Et pour prouver leur bonne foi, les managers donnent même une date de fin à cette période de crunch. Cette date tant attendue est postposée une fois, 2 fois, puis on arrête petit à petit d'en parler. Les journées s'allongent et bientôt commence la période de crunch plus lourde que le studio promettait pourtant d'éviter. Les développeurs travaillent maintenant 13 heures par jour, 7 jours sur 7. Certains tombent malades, d'autres font des erreurs et au final, le jeu ne progresse même pas plus rapidement. Lorsque les employés se plaignent de ces conditions de travail, on leur répond « Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. » Or, c'est précisément ce qu'ils ne peuvent plus faire. Les petits studios se meurent, comme celui où travaillait le mari d'ESpouse avant, dépassés par des normes et des standards imposés par les plus gros. Les studios indépendants se comptent sur les doigts d'une main. ESpouse mentionne notamment ID, Blizzard et BioWare, des noms qui, aujourd'hui, correspondent difficilement au label de studio indé. Le problème principal, selon ESpouse, ce n'est pas tant de devoir faire des heures supplémentaires. La plupart en font même volontiers, puisque la majorité des développeurs aiment leur métier et veulent voir le jeu aboutir. Le souci, c'est que, ayant un statut d'employé, les développeurs ne sont pas rémunérés pour leurs heures supplémentaires, ce qui, au bout de la 85e, devient quand même gênant. D'autant que la Californie possédait bien une loi spécifique compensant les heures supplémentaires des employés dont le salaire annuel ne dépassait pas un certain barème. Sauf qu'évidemment, cette loi n'était pas respectée partout, et en tout cas, elle ne l'était pas chez Electronic Arts. ESpouse termine son article avec une question rhétorique pour l'ancien PDG d'Electronic Arts, Larry Probst. Se rend-il compte que les développeurs sont des êtres humains, avec des limites, des émotions, des vies et des familles, toutes impactées par ces pratiques abusives? Dans ses calculs savants, pour estimer les coûts et les profits, prend-il bien en compte le fait qu'une grande partie de ce coût est payée en dignité humaine? Suite à l'article d'ESpouse,
Beaucoup d'autres développeurs et travailleurs du monde du jeu vidéo en général commentent la publication avec leur propre expérience et témoignent des manquements de leur entreprise ou du jeu sur lequel ils sont en train de travailler. L'article met sous le feu des projecteurs la pratique encore peu reconnue et assumée du crunch, et petit à petit, tout le monde se rend compte que cette soi-disant mesure d'extrême urgence est en fait tout à fait commune et pas du tout exceptionnelle. Electronic Arts sera condamné 2 fois, dans des procès qui opposeront l'éditeur à des employés ayant travaillé sur les Sims 2 et à Leander Hasty, le mari d'Erin Hoffman qui se cachait derrière le pseudo d'eSpouse. Des années plus tard, la pratique du crunch pose encore d'innombrables questions morales et éthiques, mais aussi autour de la façon même de produire des jeux vidéo. Certains avancent qu'on n'est pas encore parvenu à trouver d'autres moyens de terminer efficacement des jeux d'une grande ampleur. S'il est compréhensible qu'au cours des rendus, on ne trouve d'autre moyen que de terminer avec du crunch pour pallier aux imprévus, l'argument tient-il autant lorsque l'on parle de production ou de développement ? Le crunch est-il le seul problème de ces studios qui avancent qu'aucune alternative n'existe ? Ou est-ce que le crunch ne serait pas plutôt l'un des nombreux symptômes qui caractérisent un genre bien particulier de studios pour qui le profit passe non seulement avant le bien-être de leurs employés, mais aussi avant la qualité des jeux ? Petit disclaimer avant de plonger dans le vif du sujet. Je tiens à préciser que ceci n'est pas une review de Dragon Age The Veilguard, désolé. On va en parler évidemment, mais le but de cette vidéo n'est nullement de tirer sur l'ambulance. L'idée ici c'est de prendre un peu de hauteur et de voir ce qu'on peut dire à travers toute la saga Dragon Age de l'état de l'industrie du jeu vidéo et de la fantasy épique. Dans cette optique, j'ai essayé de rendre tout ceci compréhensible pour ceux qui n'ont joué à aucun des jeux dont on va parler, même si, désolé, mais par contre, on va tout spoiler. Gardez bien le doigt près de la barre espace parce qu'il y a du texte, et attachez vos ceintures, je suis une adepte de la digression. Et sur ce, bonne vidéo. On se souvient qu'Erin Hoffman mentionnait en exemple quelques derniers studios indépendants. Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'aura pas tenu très longtemps. En 2007, Electronic Arts, pas plus ébranlé que ça par l'idée d'un procès, rachète VG Holding Corp, un groupe comprenant Pandemic Studios et BioWare. Le deal coûte super cher à Electronic Arts, plus de 860 millions de dollars, mais ils ont foi dans le potentiel des studios qu'ils viennent d'acheter, d'autant que le nouveau directeur d'Electronic Arts, John Riccitiello, était déjà intervenu dans la réunification de BioWare et de Pandemic Studios. Ce rachat ne sort donc pas de nulle part et démontre surtout qu'Electronic Arts a foi dans le potentiel de BioWare à créer des jeux ambitieux. Fondé en 1995 par 3 jeunes médecins, BioWare s'oriente dès ses débuts vers le RPG, imprégné que sont les fondateurs par les jeux de rôle plateau et leur déclinaison numérique. C'est donc assez naturellement que BioWare se fait connaître avec des jeux comme Baldur's Gate et Neverwinter Nights, tous deux implantés dans l'univers de Donjons et Dragons. Depuis 2004, BioWare avait dans ses tiroirs les prémices d'un jeu Dragon Age qui s'appellerait Origins, en référence à toutes les origin stories que l'on pourrait choisir pour son personnage. Dragon Age Origins sort finalement en 2009 sous la direction de Dan Tudge et Mark Darrah et remporte immédiatement un grand succès auprès des critiques et des joueurs. Le jeu se déroule dans le monde imaginaire de Tedas. Les inspirations de Donjons et Dragons, du Seigneur des Anneaux et du Trône de Fer sont évidentes dans les aspects les plus proéminents du lore, comme les engeances que l'on peut rapprocher des orques et la faction des Gardes des Ombres qui n'est pas si éloignée de la Garde de Nuit. Le personnage que l'on incarne, peu importe son origine, rejoint donc la Garde des Ombres, un groupe de combattants qui s'attellent à protéger le monde des Enclins, des événements catastrophiques qui surviennent lorsque de très anciens dieux sont réveillés et corrompus et se transforment en archidémons. Les Gardes des Ombres, presque oubliés au moment du début du jeu, sont chargés d'empêcher ce genre d'événements et dans le cas où ils surviennent, de détruire l'archidémon avant qu'il ne transforme toute la surface de la Terre en désert de désolation. Dans Dragon Age Origins, on découvre la faction des Gardes des Ombres, les Engeances et les nombreuses nations de Tedas, notamment Ferelden, Orzammar et le clan des Dalassiens.
On découvre un univers où les personnages ne seront pas bons envers nous par principe. Il y a des trahisons, des luttes pour le pouvoir et des coups bas. Les personnes dotées de magie sont placées dans des tours bien sécurisées et gardées par des templiers. Le pouvoir des mages est craint car ceux-ci tirent leur magie de l'immatériel, le monde des rêves, mais aussi le lieu de résidence des démons, qui feront tout pour posséder les esprits des mages. L'organisation de la société est donc en partie basée sur la méfiance et la délation. Cet aspect est particulièrement présent dès le début du jeu si on choisit d'incarner un mage. L'opposition permanente entre défenseurs des mages et défenseurs des templiers est au cœur des préoccupations au même titre que l'enclin ou que les enjeux politiques. Cette opposition structure la société aussi bien que les esprits et y instaure un rapport de force, car les templiers rattachés à la chanterie ont de leur côté la religion andrastienne, à l'origine de ce récit selon lequel les mages seraient dangereux par nature. Magic exists to serve man and never to rule over him. Le jeu nous laisse réellement choisir dans quel camp nous nous situons, et les décisions que l'on prend ont un impact irréversible sur l'histoire. C'est ce point-là particulièrement qui a convaincu les joueurs, parce qu'ils se sont sentis investis dans les événements du monde et dans les aventures des personnages. Puisque l'une des particularités des jeux Dragon Age est de devoir constituer une équipe autour de soi, un groupe d'aventuriers prêts à nous suivre dans nos épreuves. Et sur ce groupe de personnages aussi, nos choix ont des conséquences. Parce qu'ils peuvent mourir, partir du groupe, se retourner contre nous si les choses tournent trop au vinaigre. Dragon Age Origins est un tel succès qu'Electronic Arts décide qu'il vaut mieux battre le fer alors qu'il est encore chaud et commande pendant la production même du DLC Awakening un nouveau jeu Dragon Age. David Gaider, l'auteur principal, Mike Laidlaw et Mark Darrah travaillaient déjà à une extension de l'univers du jeu, cherchant à explorer tous les enjeux que pourrait contenir un tel monde. Ils s'étaient mis à imaginer une organisation à grande échelle chargée de s'occuper de toutes les autres menaces que les enclins. Un projet qu'ils seront forcés de remettre à plus tard. Electronic Arts décide en effet qu'un jeu avec une telle ambition mettrait beaucoup trop longtemps à se faire et que d'ici là, les joueurs auraient perdu tout intérêt pour la franchise. Par ailleurs, Electronic Arts subit la crise économique de 2008 de plein fouet. Il licencie plusieurs milliers d'employés en 2009 et ferme certains studios peu rentables. En plus de ça, la production de Star Wars The Old Republic, sur lequel ils misaient beaucoup, est retardée. Il leur faut donc un nouveau jeu qui va pouvoir bien se vendre et se faire vite. Un nouveau jeu Dragon Age, donc, pour surfer sur le succès du premier. Ils donnèrent donc aux développeurs un très généreux total de 16 mois pour faire le jeu de A à Z. Combien ? À titre de comparaison, Origins aura eu au total 6 ans pour son développement et sa production. Darrah, Gaider et les équipes artistiques mirent donc le projet auquel ils avaient réfléchi de côté, préférant reprendre un projet d'extension déjà prévu pour Dragon Age Origins et qui se serait appelé Dragon Age Exodus. Le jeu se situerait au sein d'une seule et même ville, réduisant ainsi les espaces et permettant une conception plus rapide et réalisable en 16 mois. Et c'est ce projet-là qui sera mis en développement et qui constituera la suite tant attendue du fameux Dragon Age Origins. Et nous voilà donc en mars 2011 à la sortie de Dragon Age 2, un an seulement après Awakening. La production en tant que telle n'aura duré que 9 mois, un temps record pour un projet de ce genre. Electronic Arts insiste beaucoup pour que le sous-titre Exodus soit remplacé par un 2, afin d'indiquer que ce nouvel opus est bien une suite. Or, ce n'est pas vraiment le cas, et ce n'est pas non plus le but de cette nouvelle histoire. Parce que dans Dragon Age 2, au final, on voit très peu des conséquences de ce qui se passe dans Origins, et ça fait d'ailleurs partie des raisons pour lesquelles le jeu a déçu. Il a simplement été vendu comme une suite à Origins parce qu'Electronic Arts considérait que ça attirerait plus de joueurs que si le jeu était reconnu comme une histoire à part entière. Les avis sur Dragon Age 2 sont mitigés. Une partie de la critique apprécie tout de même le jeu, surtout grâce à son panel de personnages, mais la plupart des joueurs se disent quand même qu'il y a quelque chose d'étrange et qui ne fonctionne pas. Premièrement, ils sont déçus de voir que le jeu se distingue fortement d'Origins dans sa conception et dans son gameplay. D'un style de jeu assez lent, proche du tour par tour sans en être, on passe à quelque chose de beaucoup plus nerveux, voire parfois épileptique. Nombreux sont aussi les joueurs déçus que peu de leur choix dans Origins ait réellement un impact sur l'histoire du second opus. Ils reprochent également au jeu ses réutilisations fréquentes de donjons à la cartographie identique, l'apparition aléatoire des ennemis et l'étroitesse des maps desquelles on a vite fait le tour.
Dragon Age 2 commence par un interrogatoire. Cassandra, une chercheuse de l'ordre des Templiers, interroge un certain Varric Tétras au sujet du héros de Kirkwall. À ce stade, on n'a à peu près aucune idée de ce dont ils sont en train de parler. Varric hésite, puis à contre-cœur, commence à raconter l'histoire de Hawke, le héros de Kirkwall et le personnage que nous incarnerons. À la différence de notre personnage dans Origins, Hawke n'a qu'une seule origin story possible. On ne peut choisir que sa classe, son genre et son aspect physique. L'histoire de Hawke est celle d'un réfugié fuyant Lothering, village détruit par l'Enclin que l'on traversait déjà dans Origins. Un peu malgré lui et avec l'aide d'un dragon, il rejoint la cité de Kirkwall où pendant 10 ans, il s'efforcera de s'en sortir du mieux qu'il peut pour protéger sa famille et ses proches. L'histoire de ces 10 années se déroule en 3 actes très distincts par leurs enjeux. Le premier consiste surtout à récupérer tous nos compagnons de route, parmi lesquels Anders, un mage apostat que l'on pouvait rencontrer dans Awakening, Fenris, un esclave elfe qui s'est échappé des mains de ses maîtres Tevinted, Isabella, une pirate sans bateau qui apparemment n'a jamais froid, et Meryl, une mage elfe de la tribu des Dalassiens qui pratique la magie du sang sans pression, mais qui ne pratique en revanche pas l'humour. They're already lonely. Why would you insist they be alone some more? Ah, Meryl. Il y a également Aveline, que l'on rencontre au début du jeu, le frère ou la sœur de Hawke selon la classe que l'on choisit, et bien sûr Varric. Hawke rassemble tout ce petit monde pour se rendre dans les tréfonds, à la recherche d'un trésor convoité par le frère de Varric. Et après une petite trahison des familles, Hawke finira par remonter à la surface couvert d'or. Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base. Comme un coffre d'or. Le deuxième acte plus sombre tourne autour de la menace Qunari. Hawke est malgré lui emporté dans les intrigues et tractations entre la Chantry, le vicomte de Kirkwall et un groupe de Qunari qui s'est installé dans les docks. C'est après avoir vaincu l'Arichok, le chef des Qunari dans un combat vraiment trépidant, que l'on commence à appeler Hawke le héros de Kirkwall. L'acte 3, sans doute le plus court et le plus droit au but, adresse directement le conflit entre les mages et les Templiers. Meredith, à la tête des Templiers, et Orsino, premier enchanteur du cercle de Kirkwall, essayent tous deux de rallier Hawke à leur cause, défendant soit que les Templiers abusent de leur position, soit que les mages sont trop dangereux pour être laissés en liberté. Meredith et Orsino finissent par s'écharper en public et incapables de régler leurs différends, ils décident de s'en remettre à la grande prêtresse Eltina à la tête de la Chantry de Kirkwall. Sauf qu'au moment où ils décident de faire ça, la Chantry explose, et on comprend immédiatement que c'est le fait de Anders, un de nos compagnons. Attendez, je peux tout vous expliquer depuis le début. Il nous faut donc décider de l'épargner, de l'exiler ou de le tuer. Hawke est obligé de choisir définitivement la cause des mages ou des Templiers, il n'a plus d'échappatoire. Quel que soit son choix, Hawke doit d'abord se battre contre Orsino, qui cède à la magie du sang, puis contre Meredith, corrompue par l'idole de l'Irium Rouge, récupérée par Bartrand, le frère de Varric. En définitive, Orsino comme Meredith se retournent contre les leurs, Kirkwall est mis à feu et à sang, et Hawke fuit avec ce qui lui reste de compagnons en vie. Les événements de Dragon Age 2, à la différence de ceux d'Origins, tournent uniquement autour d'enjeux politiques et d'enjeux de pouvoir. Il n'est ici nullement question d'une créature surpuissante qui voudrait détruire le monde, mais plutôt d'humains ou de personnes humanoïdes qui suivent leurs plus bas instincts de conquête, de cupidité et de prise de pouvoir. C'est l'histoire des hommes, celle de leur faillite personnelle, mais aussi celle de la société qui les a permises. Si l'on prend l'exemple de Bartrand, c'est bien grâce à la détresse des réfugiés, prêts à tout pour trouver un peu d'argent, qu'il peut se permettre de les engager pour rien en leur promettant un trésor dans les tréfonds qu'il tentera au final de s'accaparer. L'Arichok voit dans Kirkwall une ville malade, sans principe, sans honneur, et reproche à raison à la garde d'être corrompue et de ne pas faire son travail. Les Qunari eux-mêmes ne sont pas mieux traités que les réfugiés. Certains sont ouvertement racistes envers eux et tentent d'échafauder des plans pour que l'opinion publique les fustige encore davantage. C'est le cas de la prêtresse Pétris, qui démontre que la Chantry a non seulement un problème avec les mages, mais aussi avec tout ce qui est différent et ne rentre pas dans les clous. Dans la structure, on voit clairement que les choses commencent doucement et s'accumulent pour devenir ingérables. Ce qui commence comme des blagues et des remarques cyniques sur les mages et les Templiers finit par évoluer en une situation dramatique et inextricable parce que personne n'a eu le courage de faire face au problème plus tôt et de proposer des solutions pour le régler. Et lorsqu'il est trop tard, les seules solutions qui nous restent sont parfois les plus contestables.
freedom of these people by any means necessary. À la différence de certains compagnons, recruter Anders est indispensable. On est obligé de le prendre dans l'équipe pour continuer le jeu, puisque c'est lui qui nous donne la carte qui permettra à Bartrand d'accéder au tréfonds. Anders est un mage soigneur qui a passé la plupart de sa vie dans les cercles de mages de Ferelden. Cette fois, il a tenté de s'enfuir et cette fois, il a échoué. À chaque tentative, il a été recapturé, ramené au cercle et parfois mis en isolement pendant des mois afin qu'il retienne la leçon. C'est donc peu surprenant que dans Awakening, lorsqu'il rencontre les gardes des ombres, il soit une nouvelle fois tenté de s'échapper pour les rejoindre. Les Templiers ne mettent cependant pas longtemps à le retrouver. Ils arrivent juste à temps pour voir Anders s'unir avec un esprit de justice, une entité qui l'encouragera non seulement à se battre pour ses droits, mais aussi pour ceux de tous les mages. Anders finira par s'enfuir à nouveau, cette fois en direction de Kirkwall. Lorsqu'il a offert son corps à l'esprit de justice, Anders en a en partie perdu le contrôle. Il n'est plus toujours maître de ses actions et parfois lorsque ses émotions sont trop fortes, Justice peut prendre le dessus et faire des choses dont Anders ne se rappellera pas nécessairement et avec lesquelles il peut même être en désaccord. Il a accepté cette fusion avec Justice parce qu'il s'entendait sur l'injustice que subissent les mages et qu'il espérait ainsi pouvoir y remédier. Mais les esprits dans le monde de Dragon Age ont deux facettes. Même s'ils sont a priori inoffensifs, ils peuvent au contact d'humains changer et devenir des démons. Par exemple, un esprit de sagesse peut devenir un démon de l'orgueil, l'amour peut devenir le désir, et justice peut se transformer en vengeance. Et c'est précisément ce qui arrivera à Anders pendant son temps à Kirkwall. Quand on le rencontre dans Awakening, Anders est quelqu'un d'assez marrant et même s'il n'est pas plein d'espoir, il n'est au moins pas complètement désespéré non plus. He seems happy enough. Isn't that right, Sir Pouncelot? Kirkwall et les événements qui y prennent place le changent progressivement et sa soif de justice se transforme lentement en besoin de vengeance. À partir d'un moment, il ne se préoccupe plus tant d'améliorer le sort des mages et des réfugiés que de détruire ceux qu'il estime responsables, à savoir la Chantry et les Templiers. D'ailleurs, il devient juste horrible avec les autres mages. The world is poorer for having you in it instead of her. I don't know what to do now. Toute sa peine et sa souffrance se cristallisent en une haine sans compromis de la Chantry. Parce que c'est la Chantry qui a créé les cercles, créé les Templiers, retiré toute vie chez Karl, son ancien amant, et tant d'autres mages. C'est la Chantry qui l'a enfermé pendant des années, ne lui donnant d'autre choix que d'aller chez les gardes des ombres et de tomber dans les bras du premier esprit qui lui montrerait un peu d'empathie, pour finir ensuite par se transformer en démon. Sans la Chantry, Anders serait un autre homme, un homme libre. Libre d'aimer qui il veut, d'utiliser sa magie pour aider les autres sans craindre de se faire attraper, libre aussi d'un esprit qui parasite son âme et le change progressivement en monstre. Anders sait bien tout cela, et lorsqu'il détruit la Chantry, Anders détruit aussi cette partie de lui-même pleine de haine. Il se libère de la Chantry, mais aussi de vengeance. Après ça, il a véritablement l'air vidé, sa colère s'est volatilisée, sa ténacité et sa ferveur dans ce qui doit être fait aussi. On dirait presque que tout ce qu'il a fait jusqu'ici était guidé par justice devenue vengeance et que l'esprit a soudain disparu, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve où il n'était maître de rien. Il réalise ce qu'il a fait, ou plus exactement ce que le mélange toxique de lui et de vengeance a fait, et il demande à Hawke de le tuer. Il admet qu'il a été trop loin et il doute de jamais pouvoir revenir à un état normal. Et c'est là que ça devient intéressant. En un sens, on pourrait considérer Anders comme un résistant qui décide d'utiliser les armes comme moyen pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, son utilisation de la violence ne sort pas de nulle part. Dans l'acte 2, on découvre le plan d'un Templier pour exécuter le rituel de l'apaisement sur tous les mages de Kirkwall. L'apaisement est une forme de lobotomie qui retire toute magie, mais aussi toute émotion et libre arbitre à un mage. C'est une procédure extrêmement lourde qui se pratique au sein des cercles sur les mages qui sont le plus à risque de se faire posséder par un démon. Lorsque l'on prévient la grande prêtresse Eltina que ce plan circule, elle dit elle-même que c'est le genre de discours que l'on entend assez communément parmi les Templiers. Donc ça veut dire que ce n'est pas le seul à penser que ce soit une solution. Si Eltina estimait vraiment que c'est un problème d'avoir ce genre d'éléments au sein de l'ordre, à tout hasard parce qu'il sème la discorde, elle pourrait prendre des mesures. Mais elle se contente de paroles évasives et en définitive, elle ne fera rien.
Anders n'est pas un terroriste qui s'en prend aveuglément à la population. Dans le plan qu'il met en place, il vise spécifiquement la chanterie, le lieu, mais aussi le symbole. Car oui, c'est bien la chanterie qui est à l'origine de l'oppression des mages à Kirkwall et dans tous les endroits où son idéologie s'implante. Et en ce sens, Eltina est responsable. Non pas coupable, mais bien responsable des actions menées au sein des ordres de la chanterie. Et elle n'entreprend rien de sérieux pour les contester ou les prévenir. C'est la même chose avec la question Qunari et les méfaits de Pétris. Elle laisse les Qunari se charger de liquider la personne de Pétris, mais elle ne fait rien derrière pour éviter que d'autres situations comme celle-ci ne se répètent. Et donc, assez logiquement, ça finit aussi par péter avec les Qunari. Et ça va péter! Péter! Pourtant, Eltina n'est pas impuissante. Elle pourrait réformer la chanterie, faire remonter tout ça à la divine Justinia, interroger les autres prêtresses et templiers, bannir les éléments violents et virulents de son ordre. Or, elle se contente de regarder et d'attendre, se cachant derrière sa foi que le Créateur fera ce qu'il faut faire, parce qu'elle hésite et qu'elle craint de faire plus de mal que de bien. Are you intending to stay neutral about the Qunari and mages forever? The Maker's time is not men's time. We do not need to rush. Sauf que pendant ce temps, des mages sont tués, enfermés, torturés et apaisés. L'attente est le luxe de ceux qui ne risquent rien. En voulant défendre la paix à tout prix et éviter les horreurs d'un conflit, Eltina défend le statu quo et ferme les yeux sur les horreurs qui sont déjà en train d'être perpétrées. Parce qu'une situation dite de paix ne l'est en fait jamais vraiment. Elle l'est seulement pour les institutions dirigeantes, mais les groupes et individus marginalisés et défavorisés, ici les mages, les réfugiés et les elfes, eux ne vivent absolument pas en paix. Lorsque la chanterie refuse de faire face à l'oppression des mages, la minimise et n'entreprend rien pour réformer ces ordres qui commettent des violences tous les jours, peut-on vraiment dire que la chanterie est innocente? L'argument souvent opposé à Anders est qu'il a raison de se révolter, mais qu'il ne le fait pas de la bonne manière, que la violence n'est jamais une solution en somme. Mais est-ce que cette affirmation n'est pas un peu pleine de bons sentiments et complètement déconnectée des réalités d'un monde comme celui de Dragon Age? Pour rappel, il s'agit d'un univers de dark fantasy. La violence est présente partout. Dans Dragon Age Origins, on utilise bien la violence pour venir à bout de l'archidémon et des engeances. Tout le monde est d'ailleurs bien content qu'on le fasse, et personne ne questionne cette violence parce que l'ennemi est reconnu comme tel. Comme ce sont des méchants, c'est tout à fait légitime d'y avoir recours. Par ailleurs, les engeances aussi sont violentes, ce n'est donc que de la légitime défense d'utiliser à notre tour de violence à leur égard. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Décider donc que la violence est immorale par nature, c'est s'interdire de faire acte de résistance et de défense lorsque quelqu'un d'autre est violent, ce qui dans la plupart des cas est juste impensable. Et ça, c'est un truc qui a été tranché dans plein d'endroits, hein. C'est un truc qui a été tranché dans plein d'endroits, y compris dans le droit international. Il y a un droit à la résistance armée contre une situation de colonisation, etc. Précisément parce que ce serait totalement absurde de dire que toute violence est mauvaise. Il suffit qu'une personne brise le sceau de la moralité pour gagner, en fait, tout simplement. Dans notre monde bien tangible, il existe de nombreux conflits dans lesquels on a estimé que la violence utilisée était nécessaire pour résister. S'opposer à la violence, c'est donc surtout estimer que dans ce cas précis, elle n'est pas nécessaire, pas justifiée. C'est s'opposer à la fin que l'on cherche à atteindre par le recours à la violence. On estime qu'elle est légitime pour empêcher un archidémon de faire un nouvel enclin, mais on estime qu'elle est illégitime pour libérer les mages d'une situation d'apartheid, d'emprisonnement et de torture. C'est une question de priorité de valeur, bien plus qu'autre chose. On pense également que c'est légitime d'utiliser la violence contre l'archidémon parce qu'il vient perturber une situation stable. Pas forcément juste pour tout le monde, mais au moins stable. Anders aussi vient déstabiliser l'ordre social en s'en prenant à une institution établie. Dès lors, il sera vu aussi comme un ennemi, peu importe que l'institution en question soit tout aussi violente à la base. Reprocher à Anders, mais aussi à tous les mages qui ont recours à la magie du sang pour résister à la violence des Templiers de se défendre avec les armes, c'est aussi nier qu'ils sont eux-mêmes avant tout victimes de violence. On parle quand même de rapt d'enfants, d'enfermement, d'isolement, de torture, de flicage permanent, de lobotomie et de meurtre.
Du côté des mages, généralement, les chefs d'accusation se résument à la rébellion et au meurtre, ce qui est déjà pas mal, je vous le concède, et lorsque l'on voit tout ce qu'ils subissent, ça devient compliqué de défendre que nous, assurément, nous n'en viendrions jamais à de telles mesures. Jamais, 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 jamais. Par ailleurs, les Templiers se soucient finalement assez peu de savoir si vous êtes vraiment un mage du sang ou non. Par mesure de sécurité, mieux vaut tous les considérer comme tels. Et si vous êtes déjà considéré comme un mage du sang, qu'on vous pourchasse pour ces raisons et que vous risquez votre vie, à quoi bon s'en priver ? Cette présomption de culpabilité pousse de nombreux mages dans les bras de la magie du sang, dont ils seraient certainement restés éloignés s'ils avaient eu d'autres options, et leur comportement vient alors confirmer tous les soupçons des Templiers. C'est donc un cercle sans fin de violence entre personnes qui ne peut être brisé qu'en s'attaquant aux structures qui en sont à l'origine. What's so civil about war anyway? Quoi qu'il en soit, Anders est allé trop loin. Poser une bombe sous la chanterie, quand bien même il vise le symbole, n'en demeure pas moins irresponsable. Dans la chanterie et dans les environs se trouvaient certainement des prêtresses qui n'approuvaient pas le traitement des mages, des pèlerins, des passants, peut-être même des mages. Mais peut-être que des personnages de méchants, car en définitive c'est ce que devient Anders, qui vont parfois trop loin, sont nécessaires pour que tous se rendent compte que la situation initiale, celle du statu quo, n'était en fait pas une situation de paix. Le fait que les mesures prises par Anders pour lutter contre l'oppression des mages soient aussi extrêmes n'efface en rien son constat initial. Il faut que les choses changent, ça au moins maintenant. Tout le monde le sait. Et le fait que des éléments extrêmes aillent aussi loin dans leur combat, quand bien même ils sont voués à échouer, peut ouvrir la voie à des propositions plus modérées et réalistes pour régler le problème soulevé. L'opinion publique se déplace alors et s'autorise à interroger une problématique qu'elle se contentait jusqu'ici d'ignorer. Mais il s'agit seulement d'un premier pas, un acte de violence extrême qui existe aussi et surtout parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour exprimer cette colère. Et si cet électrochoc peut éveiller les consciences, il ne suffira pas s'il n'est pas suivi par une stratégie politique concrète et viable, et ce aussi afin de maintenir la question à l'ordre du jour. Car abattre le système ne suffira pas. Encore faut-il en proposer un meilleur, ainsi que les étapes pour y parvenir. Voilà la lourde tâche bien ingrate qui incombe à ceux qui veulent changer les choses. Le conflit des mages et des Templiers n'est pas le seul grand thème de Dragon Age 2 et pas non plus le seul mal qui hante Kirkwall. Ancienne forteresse Tevinted, Kirkwall est surnommée la Cité des Chênes en raison de celles qui s'étendent entre le phare et les statues des anciens dieux dominant la côte. Construite comme avant-poste de la traite des esclaves après des révolutions au sein de Minraci, Kirkwall, alors nommé Emerius, sert à fournir l'Empire en acier et en pierre de jet, mais surtout en esclaves. D'où son architecture austère et monumentale qui rappelle une certaine esthétique fasciste. It tells you something of Kirkwall's attitude, that they house their mages in an old slave prison. Kirkwall est une ville bâtie dans le sang, qui a subi révolte après révolte et qui n'a connu que très peu d'instants de paix. Et si Kirkwall parvient à résister au 5e enclin, celui qui ravage Ferelden pendant les événements de Origins, la ville voit alors arriver sur ses quais des vagues de réfugiés, parmi lesquels Hawke et sa famille. Bien souvent, les portes de la ville restent fermées et la seule façon qu'ont les réfugiés d'avoir accès à la ville est de se mettre au service de bandits, criminels, voleurs et parfois assassins et d'exécuter leur besogne pendant des mois, voire des années, avant de pouvoir espérer retrouver leur liberté. Une fois qu'ils sont parvenus à rentrer dans la ville, les réfugiés sont parqués à Sombre Rue, un lieu de haute criminalité insalubre et comparable à un ghetto. Personne ne semble vraiment se préoccuper de leur situation. On n'entend pas le vicomte, le sénéchal Bran ou Meredith évoquer le désastre humanitaire que représente cette crise, ni les conditions de vie indécentes dont les réfugiés doivent s'accommoder. Non par contre le fils du vicomte qui fugue pour aller rejoindre les Qunari par esprit de contradiction. Ça, c'est important. Oui, là il faut envoyer Hawke et tous les mercenaires du coin. Bon, le seul qui se soucie vraiment des réfugiés et leur offre de l'aide, c'est Anders. Il met ses talents de soigneur à leur disposition et les traite gratuitement, parfois jusqu'à épuisement de ses propres ressources. On pourrait presque penser que la seule raison pour laquelle les Templiers n'arrêtent pas Anders, un apostat notoire, alors qu'ils savent très bien où se trouve sa petite clinique, c'est qu'il fournit des soins aux réfugiés. Maybe you've slipped their minds. Right. The apostate running the free clinic in the sewers.
Easy to forget. Qui sait, s'ils ne le faisaient pas, peut-être que les réfugiés marcheraient sur la haute ville pour demander de l'aide à la chanterie. Après tout, c'est leur travail de venir en aide aux plus démunis. Mais à Kirkwall, la chanterie a bien mieux à faire que de s'occuper d'eux. Hawke aussi commence son aventure en tant que réfugié. Grâce à sa ténacité, mais surtout à sa chance de rencontrer Varric, il parvient à se construire une fortune et à redorer le blason de la famille Hamel que son oncle avait fait péricliter. Mais la chance qu'il a eue, celle d'avoir un nom reconnu tout d'abord, un oncle présent dans la ville qui parvient à les faire rentrer et sa rencontre avec Varric, tous les réfugiés n'en bénéficient pas. Et malgré toute sa réussite, l'ascension de Hawke ne se fait pas sans encombre ni sacrifice. Il perd quasiment toute sa famille. Carver ou Bethany meurent, ou les deux, ou l'un des deux est envoyé chez les gardes des ombres, le cercle ou les Templiers. Sa mère se fait tuer par un assassin psychopathe et à la fin, Kirkwall est éventré par la rébellion et Hawke doit fuir encore une fois pour échapper à une inquisition naissante qui tente de ramener l'ordre et qui tient à tout prix à mettre le héros de Kirkwall à sa tête. C'est Varric qui, on le sait par la suite, ment à Cassandra et fait en sorte que Hawke puisse rester caché. Qui sait ce qui serait arrivé à Hawke s'il avait vraiment pris la tête de l'Inquisition et qu'il était allé à Dars pour tenter de réconcilier les mages et les Templiers. Je ne suis pas beaucoup plus optimiste que Varric. You know what I think? If Hawke had been at the temple, he'd be dead too. You people have done enough to him. Ce qui est à retenir de Dragon Age 2, c'est à quel point la narration et le jusqu'au-boutisme de son propos sont une anomalie en regard de tous les autres aspects du jeu. Parce qu'on ne va pas une énième fois en dresser la liste des défauts, mais elle est longue. Entre les ennemis qui popent de nulle part, les donjons ultra répétitifs, le système de combat à la fois épileptique et ennuyeux, et les graphismes qui déjà en 2011 faisaient pâle figure, il n'y a à peu près que l'écriture qui tienne la route, et encore. Il y a quand même des incohérences et des retournements de situations un peu bizarres. Orsino qui se met soudainement à utiliser la magie du sang en dernière minute alors que tout le monde est de son côté, ça fait juste aucun sens. Enfin bref. Bien sûr, attendre un jeu parfait alors que le développement total de celui-ci n'a duré que 16 mois et la production 9 est illusoire. Et c'est ce qu'on peut reprocher aux critiques de l'époque qui se sont arrêtés au défaut sans grand intérêt pour leur origine. Les développeurs, eux, savaient très bien qu'ils ne feraient pas un jeu parfait. Sans doute savait-il aussi qu'il ne ferait même pas un jeu aussi bien que Origins. Comme le dit David Gaider, au vu du timing de production, il n'y avait le temps de faire aucune révision. Chaque évocation d'une idée devenait définitive, elle n'était même pas réévaluée, mais directement implantée dans le jeu. Et paradoxalement, ce mode de production ultra précaire a permis une écriture plus brute, sans autocensure, intuitive et audacieuse. C'est là où, très étrangement, et alors que tout le destinait à être un produit marketing dérivé du succès du premier volet, Dragon Age 2 s'approche d'une essence artistique. Parce que l'urgence est telle que la liberté de création devient quasi totale. Il faut faire le jeu à tout prix, alors toutes les étapes de révision sautent, et l'histoire existe dans une version au plus proche de celle qu'ont imaginé les auteurs, sans toutes les corrections et lissages que peuvent apporter des révisions. En définitive, la force du jeu réside dans ses personnages, leurs interactions, leurs motivations et leur investissement dans cette ville, leur place dans la société et comment cela impacte leurs actions et leur vision du monde et des rapports sociaux. Tous les aspects un peu étranges du monde et les événements incohérents devaient en réalité trouver une explication s'ils avaient eu davantage de temps pour les incorporer. C'est pourquoi David Gaider surnomme Dragon Age 2 le projet aux multiples regrets. Et pourtant, dans le même temps, il révèle que les personnages du jeu sont ses préférés de la saga et qu'il y a, dans Dragon Age 2, l'une des meilleures écritures selon lui, non pas en dépit du timing de production, mais bien grâce à celui-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'un tel timing de production en devient souhaitable. L'histoire d'Erin Hoffman et l'expérience de son mari démontrent les pires travers que l'on peut trouver dans l'industrie du jeu vidéo lorsque la priorité absolue est de sortir le jeu à tout prix, quoi qu'il en coûte aux équipes. Car vouloir sortir le jeu le plus vite possible en maximisant le temps de travail des développeurs se fait aussi au détriment de la qualité. Et ni les joueurs ni les critiques ne seront dupes. Ce que ça démontre surtout, c'est qu'en termes d'écriture, il peut s'avérer bénéfique de laisser les scénaristes tranquilles, de les laisser aller au bout d'une vision, d'un projet qui peut sembler ambitieux, mais qui porte pour une fois un propos pertinent, un vrai regard sur le monde bien au-delà de Tedas. Car si en 16 mois, BioWare est parvenu à produire un petit miracle d'écriture sous la direction de Mike Laidlaw, Mark Darrah et David Gaider, qui sait ce qu'aurait donné le projet avec la même ambition scénaristique, mais une ambition équivalente dans les moyens techniques et humains.
Une chose est certaine, les commentaires négatifs au sujet de Dragon Age 2 ont été entendus chez BioWare. Et pour la suite directe sortie presque 4 ans plus tard, tout a été mis en œuvre pour que les critiques soient cette fois-ci mouchées. En un sens, Inquisition résulte presque d'une forme de traumatisme de Dragon Age 2, et tout dans Inquisition est conçu en réponse à ces torts. Le mot d'ordre est plus ambitieux, plus grand, plus long, plus varié, plus épique, plus de personnages, plus d'enjeux et plus de quêtes, ce qui aboutit à un jeu de plus de 80 heures qui s'étend sur des dizaines de maps dans des zones gigantesques où on ne sait plus où donner de la tête et peut-être les scénaristes non plus. Dans ce troisième opus, finit l'unique origin story de Hawke. Nous incarnons l'inquisiteur ou l'inquisitrice que l'on peut créer à notre guise en choisissant notre classe, notre genre et notre race. L'inquisitrice se réveille d'un étrange coma, interrogée elle aussi par Cassandra en miroir du début de Dragon Age 2. Cassandra la soupçonne d'être à l'origine d'un léger problème, à savoir l'énorme trou dans le ciel que l'on découvre en sortant de notre prison. L'inquisitrice porte sur la main une marque qui semble faire écho à cette immense faille. Notre but sera donc d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé, qui est à l'origine de cette faille et si on peut la refermer. C'est à la fin du premier acte que l'on découvre l'identité du fauteur de troubles. Il s'agit de Corypheus, un ancien magister Tevintid et prêtre de Dumat, dont la légende raconte qu'il est parvenu à entrer il y a fort longtemps dans l'immatériel jusqu'à la fameuse Cité d'Or, siège, dit-on, du Créateur. Que la Cité d'Or ait été déjà corrompue à ce moment-là, ou qu'elle le soit seulement à partir de leur effraction, Corypheus, comme les autres qui y ont pénétré, est touché par la corruption et c'est ainsi que l'engeance commence à se répandre dans le monde. Ah, c'est sûr que c'est pas Jol rigolo, hein. Jol rigolo? Corypheus sera plus tard maintenu emprisonné par les gardes des ombres. Il est à nouveau vaincu par Hawke, encore lui, dans le DLC Legacy, lorsqu'il tente de s'échapper de sa prison. Du moins, c'est ce que l'on pense. Mais Corypheus, par un petit tour de passe-passe, parvient en réalité à s'en sortir en possédant l'un des gardes des ombres qui accompagnait Hawke. Corypheus est donc de retour pour nous jouer un mauvais tour, cette fois-ci muni d'une orbe qui lui permettra à nouveau de pénétrer dans l'immatériel pour y devenir un véritable dieu et restaurer l'ancien empire Tevintid, aujourd'hui à la dérive. Priez pour ma réussite, car j'ai vu le trône des dieux, et il est vide. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! L'inquisitrice qui s'est par hasard retrouvée à interrompre son rituel porte donc la marque de l'orbe et elle seule peut arrêter Corypheus. Tout le jeu tourne autour de ce grand ennemi à abattre. Corypheus tente d'infiltrer absolument tous les groupes armés que nous avons la possibilité de recruter et il faut donc s'occuper de la corruption chez les Templiers, les mages, les gardes des ombres et l'empire d'Orlaïs. L'inquisitrice court dans tous les sens et doit s'occuper de tous les problèmes du sud de Tédas. Et quand je dis tous les problèmes, je veux bien dire tous les problèmes, et même de ce type qui a besoin d'une potion qui se trouve de l'autre côté de la map, de ce type qui a besoin de 10 viandes de bélier, et de celui-ci qui demande qu'on aille mettre des jolies petites fleurs sur la tombe de sa femme. Nous devons aussi choisir nos compagnons et nos alliés, et que faire des groupes qui ont été infiltrés et corrompus jusqu'à leur chef. Quoi que nous fassions, Corypheus mourra et nous apprendrons que tout ceci n'était en réalité qu'un dégât collatéral du plan de Solas, l'un de nos compagnons qui s'avère être un ancien dieu elfe bien connu, du nom de Fenarel, qui lui aussi souhaite percer le voile, mais pour des raisons bien différentes. C'est un bordel! De par sa place dans la franchise, il fallait que Dragon Age Inquisition répare les torts de Dragon Age 2 et offre aux joueurs tout ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir dedans. L'objectif déclaré était d'en faire le jeu le plus ambitieux de BioWare, mettant ainsi une pression monstre sur des équipes déjà occupées à découvrir un tout nouveau moteur de jeu. Parce que BioWare et Electronic Arts ont décidé en début de développement de passer du moteur de jeu Eclipse à Frostbite, plus moderne et au rendu visuel séduisant, mais qui n'avait encore jamais été utilisé pour créer de RPG. Tous les outils étaient donc à créer, et de ce fait, l'enjeu technique en est devenu colossal. La production de Dragon Age Inquisition en a été durement impactée, car rendant impossible un processus de fabrication classique, chaque nouvelle idée nécessitant d'abord de créer l'outil qui permettra de l'incorporer. Et tout ça a été aggravé par le fait que les bureaux de Frostbite se trouvaient en Suède et ceux de BioWare au Canada. Chaque question, chaque problème avec le moteur devait donc attendre une journée entière pour être traité. Les seuls qui sont parvenus à avancer bien plus vite que les autres étaient l'équipe graphique, enfin fournie avec un moteur capable de rendre facilement d'immenses espaces verdoyants ou toute autre idée d'environnement qu'il pourrait avoir. Ceci explique sans doute pourquoi les zones de Dragon Age Inquisition sont si grandes, visuellement très belles, mais dénuées de tout intérêt et remplies par des quêtes FedEx aberrantes. En dépit de cela, Inquisition reçoit un accueil très favorable du public.
Il obtient d'ailleurs le GOTY 2014 parce que le reste fonctionne assez bien, les grosses quêtes, les combats, les personnages, et que visuellement il est très impressionnant. Mais c'est bien sur le fond que Dragon Age Inquisition a tout de même un petit problème. Car en voulant en donner plus aux joueurs, toujours plus, en voulant aborder toutes les factions et des problématiques innovantes et surprenantes à chaque quête, on se retrouve non seulement avec une impression de fourre-tout, mais aussi avec un schéma narratif répétitif. L'inquisitrice demande de l'aide à telle faction, celle-ci refuse pour des raisons incompréhensibles, l'inquisitrice enquête et découvre que la personne en charge de cette faction est à la botte de Corypheus. Oh, comme c'est bizarre! Qu'il s'agisse d'un double, d'une possession ou de quelqu'un de peu scrupuleux à qui on a promis pouvoir et grandeur. Petit à petit, on se rend compte que tout ce qui ne va pas dans Tedas au moment de Dragon Age Inquisition est le fait de Corypheus. Chaque manifestation du mal, chaque ennemi, chaque personnalité un tant soit peu néfaste est à relier au pouvoir et à l'influence de Corypheus. Plus aucune mauvaise action n'est accomplie au nom d'autre chose que celui de Corypheus. Et si certains personnages ont des failles, c'est bien Corypheus qui va les utiliser à ses propres fins. À l'inverse d'un Loghain dans Origins qui lui n'est nullement corrompu par l'enclin, mais l'utilise comme moyen bien opportun pour servir sa trahison. Et le fait que Loghain soit totalement responsable de ses actes, dont la mort du fils de son meilleur ami, le rend d'autant plus détestable. Le défaut d'un parti pris comme celui d'Inquisition, c'est qu'au nom de la mise en place d'un mal plus grand, il se retrouve à lisser tous les autres antagonistes, leur réservant à tous le même traitement et le même sort. Car au final, tous œuvrent pour le même mal, donnant soudain une impression de manichéisme assez inédite dans l'univers de Dragon Age. C'est assez flagrant dans le fait que si l'on choisit d'aller chercher l'aide des mages, alors les Templiers menés par Samson tomberont aux mains de Corypheus, et inversement, si on choisit les Templiers, ce seront les mages, lidés par Calpernia, qui le rejoindront. Ici, les mages et les Templiers finissent donc très étrangement par servir le même maître dans une position interchangeable. On est loin du conflit séculaire qui tiraillait Kirkwall. Il n'y a pas de réelle grande décision à prendre parce qu'il n'existe pas vraiment d'autre camp que celui de l'Inquisitrice et celui de Corypheus. Tout tournant autour de lui et chaque résolution de quête nous ramenant à lui, il est le seul ennemi à abattre. Tous les autres n'en sont que des sbires sans réel agenda propre, quand bien même l'une ou l'autre ligne de dialogue essaye de nous faire croire le contraire. Cette absence de complexité dans le camp antagoniste empêche aussi de penser la question politique. Tout ce qui traversait l'univers de Tedas et ce de façon frontale dans les opus précédents passe ici au second plan, à l'ombre du grand méchant. Car que reste-t-il du conflit des mages et des Templiers, des vagues de réfugiés censés avoir quitté tout Ferelden lors de l'enclin, de l'embrasement des cercles et des rites d'oblitération prononcés un peu partout? Eh bien, pas grand-chose. Il reste surtout quelques lignes de dialogue avec les personnages concernés, des mages et des Templiers qui s'affrontent dans les marches solitaires, des entrées de codex, et le mot de guerre civile répété ad nauseam sans qu'on en voie véritablement les effets au-delà du premier croisement. Même Hawke, lorsqu'il intervient pour la quête Ici Gil Abîme, est plutôt taiseux des événements de Kirkwall, alors même qu'il en était l'épicentre. Ni Lothering ni Ostagar, des points essentiels du dernier enclin qui a ravagé Ferelden, ne sont mentionnés, alors qu'on se trouve juste à côté. Le contexte politique complexe, développé dans les deux premiers jeux via des quêtes y étant intrinsèquement liées, et via des personnages eux-mêmes impliqués dans ces problématiques, est ici relayé au stade de toile de fond, et devient quasiment inexistant à mesure que l'on approche de la fin du jeu. Même les personnages d'Inquisition, à quelques exceptions près, sont tous assez détachés des enjeux politiques et sociétaux censés traverser l'univers après, je le rappelle, un enclin, l'explosion d'une des plus grosses chanteries, des révolutions dans tous les cercles et une fucking guerre civile, comme il nous le rappelle toutes les 2 minutes. Tiens, petit aparté, est-ce qu'on pourrait la voir, cette guerre civile, au lieu de nous en parler tout le temps et de jamais nous la montrer, et par contre nous mettre des dragons dans tous les sens? J'en ai plein le cul des dragons, mais moi je sais à cause de qui c'est ça, c'est à cause de John Riccitiello. Lui c'est un gros fan de dragons, d'ailleurs il voulait qu'on puisse monter dessus, c'était une vraie proposition de sa part. Sauf que dans l'univers de Dragon Age, en fait les dragons ce sont des méchants, ce sont les archidémons et tout ça. Et bon bah évidemment ils l'ont pas mis parce que ça n'a rien à foutre là, et lui non plus il avait d'ailleurs rien à foutre à la tête de cette entreprise. Et d'ailleurs il est parti. C'est en observant l'évolution d'Inquisition sur toute la durée du jeu que l'on remarque un glissement progressif dans les enjeux. Les premières zones se préoccupent encore d'enjeux plus ou moins concrets, la quête Yeux sombres et Cœur cruel, qui nous emmène auprès de l'impératrice Sélène aussi, avec son lot de machinations et d'intrigues de cour.
quand bien même elle se termine sur un affrontement avec un ennemi encore à la botte de Coryphéus. Petit à petit, on est cependant davantage confronté à des quêtes impliquant toujours plus de magie avec les elfes et leurs anciennes croyances, la secte des Venatori et tout un tas d'enjeux assez soudains dont on peine à comprendre l'origine et le lien avec le reste. Ce basculement d'enjeux politiques et concrets vers des enjeux magiques et spirituels, en lien avec des dieux et des forces qui dépassent de loin celles de nos personnages, entraîne aussi un basculement thématique. On se met à parler beaucoup moins du conflit des mages et des templiers, de la chanterie en tant non seulement que croyance, mais aussi en tant que structure. Les dirigeants s'effacent et avec eux les intrigues politiciennes. Tout s'oriente vers l'identité des anciens elfes et de leurs dieux, avec en leur centre Solas, le fameux loup implacable. One day the magic will come back, all of it. Everyone will be just like they were. The shadows will part, and the skies will open wide. When he rises, everyone will see. Des Dragon Age Origins, les mythologies et croyances du monde de Tédas sont multiples et varient selon les peuples et la géographie. Tous ne croient pas au créateur, à Andrasté et au récit de la chanterie. En réalité, Tédas est peuplé de croyances différentes qui se contredisent. Chaque nation entretient un récit national mêlé de religions, et les religions elles-mêmes s'expliquent en raison du contexte dans lequel elles ont évolué. Ainsi, la chanterie tient un discours anti-magie dès ses débuts, car le culte d'Andrasté s'est développé lorsque l'empire Tevintid, dirigé par les magistères, était alors hégémonique. Il était pendant un temps difficile de savoir qu'est-ce qui parmi toutes ces croyances s'avérait réel et qu'est-ce qui ne l'était pas. Il était possible de deviner, d'élaborer tout un tas de théories, ce dont les joueurs ne se sont évidemment pas privés. Mais il demeurait beaucoup d'inconnus sur tout ceci, ce qui en un sens rendait la construction du monde de Tédas crédible et réaliste. Avec l'arrivée de Coryphéus, une partie de ses croyances était déjà remise en question. Mais c'est véritablement le personnage de Solas qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière de ce que l'on sait du lore de Dragon Age. À la fin d'Inquisition, Solas, bizarrement déçu de la destruction de l'orbe, disparaît après un échange énigmatique avec l'inquisiteur ou l'inquisitrice. C'est la scène post-générique et plus tard le DLC Trespasseur qui nous révéleront que Solas est une entité bien plus ancienne que ce qu'il nous avait fait croire. Car il s'agit en réalité de Fenarel, dieu elfe de la trahison et de la rébellion. Nous apprenons que le reste du panthéon elfique existe bel et bien aussi, mais surtout qu'ils ne sont pas des dieux, mais bien des mages très puissants parmi les tout premiers elfes. Fenarel, que les elfes considèrent aujourd'hui comme un traître ayant banni leur dieu vénérable, les a en réalité enfermés dans l'immatériel afin de mettre fin à une guerre fratricide, créant ainsi le voile qui sépare depuis le monde tangible de l'immatériel. Ce faisant, il est tombé dans un sommeil pendant des millénaires, et lorsqu'il se réveille 1 an avant les événements d'Inquisition, il découvre que les deux mondes ont évolué séparément et que l'immatériel est aujourd'hui un lieu de désolation. Il découvre que les elfes, son peuple pour qui il a fait tout ça, ont perdu leur immortalité avec la création du voile, qu'ils sont traités à travers tout Tédas avec mépris et qu'ils sont à certains endroits même mis en esclavage. Il découvre que partout les humains ont proliféré et utilisé les elfes comme main-d'œuvre et que les derniers clans elfes qui restent indépendants vénèrent les fameux Evanuri, à savoir les tyrans qu'ils s'étaient efforcés de mettre hors d'état de nuire. Il y a de quoi être un petit peu énervé. Solas se rend alors compte que créer le voile était une erreur, et son objectif sera désormais de la réparer en le détruisant, et ce dans l'espoir de retrouver ce qui a été perdu. Trespasseur amorce une réflexion sur la nature des croyances, et donne foi dans une suite qui, malgré un glissement des enjeux vers le magique, traiterait via cette problématique de questions d'un nouvel ordre. Une suite qui se concentrerait sur ce qui se passe quand nos croyances sont confrontées à la réalité, menée pour la première fois par un antagoniste qui serait l'un de nos anciens compagnons. Trespasseur laisse pressentir le retour de la nuance et de la complexité, surtout si on a joué une elfe inquisitrice et que l'on a fait la romance de Solas, auquel cas il devient vraiment un ennemi particulier que l'on aurait même pu être tenté de rejoindre. Et comme on sait dès la fin de Trespasseur que la suite se passera à Tevinter, il est aussi facile d'imaginer une confrontation directe entre cet empire esclavagiste et le peuple elfe qui découvrirait soudain qu'il existait un temps où ils étaient immortels et aussi puissants que les magistères. Une histoire de révolution, ambitieuse et dans la lignée de tout ce qu'avait voulu et n'avait pas pu être Dragon Age 2.
Seulement cette suite, elle mettra 10 ans à voir le jour, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet aura été brinque-ballé dans tous les sens et aura complètement changé de nature. Dès le lancement de Trespasser, Mark Darrah et Mike Laidlaw se mettent à plancher sur un Dragon Age 4 avec pour nom de code Joplin, tandis qu'une grosse partie de l'équipe de BioWare bascule sur la production de Mass Effect Andromeda, une autre grande licence populaire de BioWare. Les échos qui nous restent de Joplin sont ceux d'un jeu moins étendu qu'Inquisition, plus minimaliste mais plus interactif, plus centralisé sur ses thématiques et plus profond, avec pour zone l'Empire Tevinted que nous n'avions encore jamais exploré. Un jeu qui tournerait autour de choix importants et des conséquences qui en découlent. C'est fin 2016 que le projet Joplin est mis en pause afin de basculer toutes les équipes restantes sur Andromeda qui avaient bien du mal à se terminer. Une fois Andromeda sorti, elles reviennent sur Joplin, mais bientôt c'est le prochain jeu BioWare, Anthem, qui se retrouve en manque de main-d'œuvre. En 2017, la décision est donc prise par Electronic Arts et BioWare, annuler Joplin et mettre tout le monde sur Anthem. Ne subsiste pendant un temps plus qu'une ébauche d'un nouveau projet Dragon Age, cette fois-ci surnommé Morrison. Le projet Morrison doit s'orienter davantage vers les objectifs en cours chez Electronic Arts à l'époque. Des jeux multijoueurs et avec une longue durée de vie, donc auxquels on peut continuer de jouer une fois l'histoire terminée. L'annulation de Joplin, le basculement des équipes sur Anthem et l'annonce d'un reboot sont le début d'une série de départs des anciens de chez BioWare, dont David Gaider, scénariste en chef en 2016, puis Mike Laidlaw, directeur créatif, et Aaron Flynn, directeur général, en 2017. D'autres employés ayant travaillé sur Anthem dans des conditions menant à des burn-out et à des dépressions décident aussi de partir. En 2019, Fernando Melo, le producteur principal de Dragon Age 4, quitte BioWare, et en 2020, c'est au tour de Mark Darrah et Casey Hudson, les producteurs exécutifs de la série Dragon Age depuis le début, de s'en aller, bien que de manière non coordonnée, disent-ils. Enfin, en 2021, Matthew Goldman, devenu alors directeur créatif à la place de Laidlaw, quitte lui aussi la boîte. Quelques années après le reboot de Morrison, Gary Mackay reprend la direction générale de BioWare et décide de le rebooter à nouveau, cette fois-ci pour revenir vers la source du RPG, c'est-à-dire un jeu solo, ce qui convient très bien à Electronic Arts, qui avait depuis constaté la dégringolade de Anthem, qui reposait en grande partie sur son système multijoueur. On en sait moins sur les dernières années de développement et de production, si ce n'est que comme toutes les autres entreprises, BioWare est passé par la case Covid qui l'a nettement ralenti, et que l'identité du jeu a encore changé, passant de Dragon Age Dreadwolf à The Veilguard. En août 2023, on apprend que BioWare se sépare de 50 de ses employés, ce qui équivaut à presque 20% de sa main-d'œuvre, en invoquant la nécessité de restructurer pour devenir un studio plus agile et concentré pour ce que ça veut dire. The Veilguard a semble-t-il eu la plus longue période de production d'un jeu BioWare avec un jeu jouable de bout en bout, permettant ainsi le plus de révisions possible. L'équipe de Mass Effect a cette fois-ci été missionnée sur la fin de production d'un Dragon Age afin de garantir le plus haut degré de finition. Malgré les départs, tout semble donc cette fois mis en œuvre pour que le jeu soit produit dans de bonnes conditions, et ce, avec du sang neuf. The Veilguard, qu'est-ce que ça donne, à part des romances où on ne ressent rien et où on en voit encore moins? T'as grand-mère, laisse-le! Bon, déjà, c'est l'histoire de Rook, un agent recruté par Varric dans le but d'arrêter Solas, qui compte toujours bien détruire le voile afin de restaurer le monde qu'il a connu. Mais ce faisant, il risque de noyer Tedas sous des hordes de démons. I had a plan. Mais t'inquiète, il a un plan. Rook est un personnage que l'on peut entièrement créer, de son aspect à son origine, en passant par son identité de genre, dans une liberté de choix bienvenue qui rappelle celle d'Origins. L'introduction in medias res nous emmène dans une quête pour arrêter Solas, avec l'aide de ce bon vieux Varric, Harding, personnage récurrent, et Neve. L'équipe parvient à interrompre le rituel, mais Varric est poignardé. Rook tombe dans les pommes et se retrouve dans l'immatériel pour une petite discussion avec Solas, qui nous apprend qu'en interrompant son rituel, non seulement nous l'avons emprisonné dans l'immatériel, mais 2 anciens dieux elfiques s'en sont en plus échappés. Il s'agit de Elgarnan et Gillanane, que Solas avait donc fait emprisonner pour les empêcher de nuire. Rook se réveille alors auprès d'une équipe blessée qui se décide à chercher de l'aide non seulement auprès d'autres aventuriers prêts à les rejoindre, mais aussi auprès des diverses factions de Tedas, accessibles facilement depuis le réseau Déluvian du phare où le groupe s'est miraculeusement retrouvé. Car l'enjeu est maintenant d'arrêter les dieux elfiques,
de dominer le monde. Maître du monde et les chocolatines, tackle! Très rapidement, on a donc accès à un grand nombre de zones de Tedas jusqu'alors inexplorées, les docks de Minrassi, Antiva, la grande nécropole du Nevarra, la côte du Rivane, les Anderfell, grosso modo une bonne partie du nord de Tedas, sauf Parvolen et ses hérons. Dragon Age Origins se cantonnait à Ferelden, Dragon Age 2 à Kirkwool et Inquisition à Ferelden et Orlaïs. En comparaison, le monde de Velgard est donc théoriquement beaucoup plus grand. Les enjeux de Dragon Age The Velgard deviennent donc globalisés, les ennemis ayant un pied dans toutes les régions du monde. Un peu comme Corypheus, Elgarnan et Gillanane infiltrent toutes les zones et toutes les factions et corrompent à peu près tout. The Velgard ressemble en ce sens assez fort à Inquisition, si ce n'est que Corypheus avait un objectif clair et l'organisation de l'Inquisition une raison d'être, à la différence du groupe de Rook dont Ilwell prend la tête uniquement parce que Varric est soi-disant blessé. Si ce n'est aussi qu'Inquisition se préoccupait un tant soit peu du contexte mondial dans lequel il se déroulait, du moins au début. En évitant les zones des marches libres où se trouve Kirkwool, d'Orlaïs et de Ferelden, les laissant à l'inquisitrice qui fait on ne sait pas trop quoi dans le sud, The Velgard se permet donc de faire une sorte de tabula rasa, comme s'il n'y avait eu ni d'enclin, ni de guerre civile, ni de rébellion dans tous les cercles de Tedas, ni de destruction de la faction des Gardes des Ombres par Corypheus, alors qu'on sait que ces événements ont eu des conséquences partout. Le reste des réalités politiques instaurées dans les jeux précédents sont aussi lissées. Minrassi, par exemple, dont on aperçoit que les docks ne donnent en rien l'impression de la capitale d'un empire esclavagiste où règne la magie du sang et où les elfes sont traînés dans les rues. Ce qui est quand même étrange quand Tevinter Nights, le livre censé introduire le jeu, faisait tout pour dépeindre Tevinter comme un endroit terrible, peuplé de magistères ou pratiques sanglantes. Il faut aussi se rappeler du personnage de Fenris dans Dragon Age 2. C'était un esclave elfe qui s'était échappé de Tevinter et qui était pourchassé par son ancien maître Denarius, qui lui avait fait subir les pires sévices et qui l'utilisait comme une sorte de gladiateur. Fenris était profondément anti-magie parce qu'il était convaincu que la libération des mages les amènerait tous à pratiquer la magie du sang, comme c'était le cas à Tevinter. Enfin, ça c'est ce qu'il disait. Blood magic is everywhere in Tevinter. From the lowliest apprentice up to the Archon himself. Et Dorian, dans Inquisition, n'était pas beaucoup plus élogieux au sujet de Tevinter. There are enough idiots in the world who think if they just use enough blood magic, their problems will vanish. It's exactly the sort of thing I want to stop back home. La fameuse problématique de la magie du sang, centrale dès les premières secondes d'Origins si on incarne un mage, aurait dû trouver dans cet opus un écho à tout ce que l'on a vu précédemment. Et je ne parle pas des vagues incessantes de Venatori, que l'on croise un peu partout, surtout si on a laissé le dragon détruire Minrassi, et qui switch d'ailleurs un peu trop facilement d'allégeance, passant de Corypheus aux dieux elfiques, manip scénaristique possible car ils ne sont représentés par personne et donc complètement désincarnés. Alors qu'à la base, on parle quand même d'un groupe d'ultra-suprémacistes qui croient dur comme fer en la supériorité de leur nation et qui font des paillassons avec la peau des elfes. Mais bon, ils sont corrompus, voyez-vous, donc tout s'explique. C'est à Minrassi qu'auraient dû se conclure toutes les discussions autour de la liberté des mages hors des cercles, car le mal censé ronger les villes Tevintid était bien l'argument que l'on sortait auparavant à chaque mage qui disait vouloir évoluer librement. La magie du sang et la tyrannie, propre à Tevinter, vers lesquelles mènerait forcément toute existence en dehors des cercles, étaient agitées sous leur nez comme menace ultime. Ne voir cette question abordée quasiment nulle part d'autre que dans les quêtes secondaires de Neve ou de Lucanis, contre des individus clairement névrosés, donc marginaux, et non pas au cœur des structures dirigeantes, ça n'a aucun sens. La magie du sang aurait dû être centrale tant on nous bassine avec depuis le début, n'a mené aucune confrontation entre tout ce qu'on nous a dit auparavant sur Tevinter et la réalité des faits, et non seulement frustrant mais invalide aussi tout le discours des premiers jeux. Tous les torts imputés précédemment à l'Empire Tevintid sont déplacés et maintenant mis sur le dos de la secte des Venatori, qui, il faut quand même se le rappeler, naît avec Corypheus, donc qui n'a en réalité que quelques années. De là, ça me semble un peu facile de faire des Venatori les seuls responsables de tout ce merdier, sans nous montrer les véritables dirigeants de Tevinter, qui étaient là bien avant et qui étaient déjà des suprémacistes et des esclavagistes. Denarius, l'ancien maître de Fenris, n'était pas un Venatori, c'était un magistère, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, où sont passés les autres Denarius de Tevinter ?
Si vous voulez entendre parler des enjeux politiques de Tevinter, il faut aller dans une sous-quête obscure qu'on reçoit à travers un message, et encore seulement si on a secouru Minrasi lors de l'attaque des 2 dragons. Donc comme moi j'ai sauvé Treviso parce que je voulais ken Lucanis, je l'ai pas eu. Et là alors seulement, Dorian et Maevaris débattent de ce qu'il convient de faire pour se débarrasser du magistérium et de l'esclavage. C'est là aussi qu'on apprend que l'Archon est mort pendant l'attaque du dragon et que les Venatori veulent utiliser le chaos ambiant pour renverser le magistérium comme s'il ne défendait pas les mêmes valeurs depuis le début et que la moitié du magistérium fait pas partie des Venatori. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit, je comprends plus rien. Dans ce conflit aussi démesuré, ne voir intervenir à aucun instant les magistères en charge de Minrasi, plus grande ville de l'empire le plus puissant de Tedas quand même, est proprement incompréhensible. D'autant que la bataille finale a lieu dans le soi-disant palais de l'Archonte, autrement dit sous leurs yeux. Alors apparemment ils sont tous sous emprise de l'Enclin, c'est ce plan qui l'explique, mais moi déjà j'avais pas compris sur ma première run, et s'ils sont tous corrompus en un claquement de doigts, j'aimerais savoir comment Dorian et Maevaris s'en sortent, parce qu'ils sont gentils. Je sais pas moi, ça aurait été l'occasion de mettre en scène les oligarques qui choisissent délibérément de s'allier avec la bête immonde pour tenter de garder encore un peu le pouvoir, ça aurait été d'actualité. En donnant accès à autant de zones et de factions, mais en choisissant délibérément de n'inclure ni les mages ni les templiers, Zvelgard met volontairement le conflit sous le tapis alors qu'il était loin d'être résolu. Parce qu'on y compte strictement tous les autres groupes œuvrant dans Tedas, même les gardes des ombres censés s'être fait décimer, et que l'on nous remet dans tous les opus et à toutes les sauces, et qui rend impossible une explication par la peur de la redondance. Les personnages non plus ne se soucient plus de cette question alors qu'elle était centrale et qu'elle constituait l'un des points majeurs de désaccord entre nos compagnons dans les jeux précédents. Mais ici, ils préfèrent manifestement parler de grains de café et de qui fera la soupe ce soir, préoccupation d'ailleurs essentielle lorsque le monde s'apprête à être détruit, je vous l'accorde. Really? You came all the way back here for coffee? So what's the coffee for? What isn't it for? The Venatori used the dragon attack for a power grab. On a quand même des mages dans le groupe, et personne ne craint même un tout petit peu qu'ils puissent utiliser la magie du sang ou qu'ils puissent se faire posséder par un démon. On a même un nécromancien qui se balade avec un squelette vivant, et tout le monde s'en fout. Tash lui fait une demi-remarque, mais Rook leur demande d'arrêter de se chamailler, et donc, ils arrêtent. Imagine essayer de demander à Morrigan d'arrêter d'être méchante avec Alistair, elle va juste mettre son poing dans la gueule en fait. Ils sont tous super bienveillants les uns envers les autres. Ils n'ont aucune faille morale, aucun agenda propre qui pourrait entrer en contradiction avec le nôtre ou celui des autres compagnons. Ce qui tranche radicalement avec le genre de l'univers. Le principe du groupe de compagnons qui sait pas se retenir de se foutre sur la tronche, c'était même un peu la marque de fabrique des Dragon Age. Did you ever think about killing yourself? You sound so very defensive. Couldn't you crawl into a bush somewhere and die? That would be great, thanks. Je ne dis pas qu'il faut ressasser sans cesse les mêmes thématiques, surtout si on n'a plus rien à en dire. Mais on ne peut pas se contenter de les évincer sans en apporter de nouvelles qui soient sérieuses et qui creusent la question, qui apportent un propos, à tout le moins un point de vue. C'était ce que promettait Trespasser en amorçant une réflexion sur les croyances, mais force est de constater que Zvelgard, ça ne parle de rien. Dragon Age 2 était sans doute devenu trop politique aux yeux des investisseurs d'Electronic Arts. On ne va pas non plus se mettre à véritablement questionner l'ordre établi. Inquisition avait donc déjà grandement participé à lisser ces problématiques très politiques, sociales et éminemment clivantes, diabolisant le personnage de Anders dès que possible et s'orientant lentement mais sûrement vers des sujets plus bénins. Les anciens dieux, le lyrium rouge, la corruption de Corypheus. Dans une continuité d'une logique finalement assez implacable, Velgard clôt définitivement l'arc politique de Dragon Age, simplifiant encore toutes ces problématiques, voire les oubliant carrément. Et parce que les sujets précédemment traités ont été évincés, tout tourne maintenant autour des dieux. The gods, the gods, the gods, the gods, the gods, the gods, the gods. You said they were gods. Dont on nous rappelle sans cesse qu'ils n'en sont pas, mais qu'on persiste néanmoins à nommer ainsi, une inexactitude non seulement redondante, mais qui me donne en plus l'impression de mieux connaître l'univers que les personnages censés y vivre. Le défaut d'inquisition de lier tout mauvais acte à Corypheus est ici étendu et élargi, nous proposant donc un nouveau méchant, plus puissant, plus fort, plus immortel, que dis-je, non pas un, mais 3 méchants. Après Inquisition, qui avait déjà grandement relevé la barre en termes de grandiloquence des enjeux, comment faire encore plus fort ?
Comment encore relever cette barre qu'on ne voit déjà plus ? Naturellement, si Corypheus avait un certain degré de puissance lui permettant d'infiltrer quelques-unes des plus importantes factions de Tédas, il faut ici que les nouveaux antagonistes fassent pire. On a donc à gérer leurs méfaits absolument partout, puisque rien ni personne ne leur échappe. Et tous les ennemis que l'on rencontre soutiennent donc d'anciens dieux elfiques sans beaucoup d'explications, si ce n'est que leur surpuissance parvient à corrompre tout le monde, même dans les cas les plus absurdes. Quel but pourrait d'ailleurs viser de telles entités, tellement éloignées de toute condition humaine, mais à qui on persiste à vouloir donner des intentions ? Que pourrait-il viser si ce n'est la domination absolue, dont on se demande bien ce qu'il ferait s'il l'obtenait ? Le manichéisme atteint ici son paroxysme et n'est nullement atténué par le personnage de Solas, qui portait pourtant en lui les graines d'un ennemi plus nuancé, avec des motivations complexes, mais qui, à l'instar de Corypheus, est ramené à une idée simpliste et déjà vue, restaurer le bon vieux temps, si ce n'est qu'il parle lui du monde avant l'existence du voile. Aucune nuance ne sera en définitive apportée à sa vision. Rien ne nous sera montré pour expliquer qu'il veuille à ce point restaurer l'ancien monde. Il n'est pas non plus question de rallier son camp. Solas a tort, un point c'est tout. Soit on arrive à le lui prouver, soit on le vainc, et par la contrainte ou la coopération, il finira par devenir le cadenas du voile. Lorsque les 3 dieux elfiques sont vaincus, la bande de Rook est acclamée en héros et un très court épilogue mentionne le destin des factions et des personnages. Chacun continue ce qu'il faisait avant, peut-être légèrement différemment, mais au moins comme les méchants sont vaincus, on peut revenir à une situation stable, ce bon vieux statu quo, dont on a pourtant vu qu'il représentait tout sauf une situation de paix. Se cache par ailleurs une scène après le générique dans laquelle il nous est révélé que depuis le début de nos aventures dans le monde de Tédas, se tapit un groupe d'individus qui semblent avoir influencé les précédents antagonistes tels que Loghain, Bartrand, même Meredith, Orsino et Corypheus. Ce qui signifierait qu'aucun de ces personnages n'agissait vraiment pour les raisons qu'il avançait, mais bien au nom d'un mal encore plus grand, du moins c'est ce que laisse penser cette fin. Ainsi, la course effrénée au toujours plus peut continuer, écrasant non seulement toute possibilité de complexité morale et éthique, mais annulant aussi celle qui était présente dans les jeux précédents. La nécessité de trouver un ennemi toujours plus grand entraîne de facto un surpassement des enjeux passés et demande aussi à ce que le conflit grimpe en ampleur. Ce problème et cette impasse ne sont pas propres à Dragon Age, mais bien au genre de la fantasy épique qui, dès l'instant où elle conçoit la suite d'une œuvre, s'engage dans cette obligation du toujours plus et propulse ses enjeux sur une courbe exponentielle. Car comment donner suite à une œuvre dont le but premier est de donner une sensation épique en faisant moins ? C'est inconcevable par définition, et c'est d'ailleurs ce qui a été directement reproché à Dragon Age 2, qui par sa nature et par le contexte dans lequel il a été produit, ne pouvait atteindre l'ambition du premier. À force de vouloir mettre en place des enjeux toujours plus grands, le risque est de perdre tout repère et toute échelle humaine, nous plongeant donc dans l'indifférence. Car je pense ne trahir aucun secret en vous rappelant que nous sommes des êtres humains qui ne sont pas forcément constitués pour concevoir des problématiques démentielles à échelle planétaire et à s'en émouvoir. Il n'y a qu'à regarder les réactions franchement blasées et inintéressées de l'opinion publique sur le réchauffement climatique pour s'en convaincre. Il en va de même dans tout univers imaginaire. Lorsque les enjeux et la nature même du conflit deviennent trop éloignés de l'expérience sensitive humaine, non seulement il devient compliqué de les concevoir intellectuellement, mais ils perdent toute capacité à s'emparer de nos affects personnels. L'apocalypse, la fin du monde, la destruction totale sont des concepts impalpables, presque creux s'ils ne sont pas mis en perspective au travers d'un regard humain. Et parfois en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir des enjeux aussi cataclysmiques pour nous happer émotionnellement, et ce, même dans un univers de fantasy. Prenez cette quête dans Dragon Age Origins, dans laquelle il faut délivrer le château de Golfalois d'un démon qui a pris possession d'un enfant. Il y a une solution très directe, franchement simple et rapide, qui est de le buter. Mais si vous faites ça, non seulement la mère du gamin vous harcèle en vous traitant de monstre, mais vos propres compagnons aussi viennent vous dire à quel point ce que vous avez fait est ignoble et que vous n'êtes qu'un petit sac à merde sans cœur, jusqu'à vous faire culpabiliser comme si vous aviez vraiment tué quelqu'un. Parce que si vous êtes en train de jouer à un jeu, et que donc rien n'est grave, eux, ils vous ont vraiment vu assassiner un gamin de sang-froid. Dans leur monde et leur perspective, l'acte que vous avez posé est super grave, et il n'est pas sans conséquence. Vos compagnons seront bien là pour vous le rappeler. Le jeu, en dépit de ses engeances, mages et dragons, nous ramène donc toujours vers des problématiques concrètes auxquelles on peut croire, puisque le jeu fait l'effort d'y croire lui-même.
Parce qu'à contrario, dans Veilguard, quand je recrute Lucanis, qui a soi-disant passé une année dans une prison sous l'eau à se faire torturer, et sur qui on aurait fait des expériences à base de magie du sang, je n'y crois pas parce que lui-même n'a pas l'air de croire qu'il vient de vivre tout ça. Il n'est ni traumatisé, ni paranoïaque, ni même un petit peu sur ses gardes. I did dream of coffee. Mais bordel, même Sandal a un champ lexical plus étendu. Enchantment? Not enchantment. En fait, il n'y a aucun compagnon qui a l'air de sincèrement paniquer ou de s'inquiéter de la situation mondiale, pourtant, nous dit-on, au bord de l'apocalypse. Parce que s'ils devaient réagir comme des personnes normales à la situation qu'on nous décrit, ils devraient sans doute être en train de hurler, de se rouler au sol et de s'arracher les cheveux constamment. Bellara, par exemple, qui est une elfe et qui vient d'apprendre que les dieux qu'elle a vénérés toute sa vie sont non seulement réels, mais aussi de véritables monstres tyranniques, eh bien, elle a juste l'air vaguement déçue, alors qu'il y avait des choses à en dire. Et elle se permet même d'en faire des blagues. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. De la même manière, lorsque l'on se trouve dans l'antichambre du combat final, donc au moment le plus critique, absolument tous les compagnons à qui on peut dire un dernier mot sortent une petite blague pour désamorcer toute possible tension. Ils ont l'air de penser qu'au final, tout ceci n'est pas si grave. Sur ce point, ce qui fonctionnait dans Inquisition, c'est qu'il y avait un personnage de petit rigolo. C'était Dorian. Et quand il commençait à faire une petite remarque pour essayer de détendre l'atmosphère, parce que lui c'était sa manière de déstresser, tout le monde l'envoyait bouler. What happened while we were away? Stop talking. I'm just asking for information. No, you're talking to fill silence. Nothing happened that you want to hear. La surutilisation de l'humour dans l'epic fantasy et dans tous les genres qui se veulent un tantinet sérieux et dramatique est un symptôme d'un phénomène plus large qui a déjà été longuement disséqué et que l'on pourrait qualifier de marvelisation des œuvres. Une peur bleue que l'œuvre en question devienne trop sérieuse et sombre et que le sacro-saint divertissement en soit diminué. Ce qui amène les créateurs, mais surtout les entreprises, à incorporer non pas l'un ou l'autre personnage plus comique, mais bien un traitement général cynique, inconséquent et désinvolte. À travers une image, un rythme, un traitement sonore, un ton dans les dialogues et une obsession pour la punchline que l'on place précautionneusement avant un événement grave, soutenu par une rupture musicale qui désamorcera tout impact émotionnel et ne laissera aux spectateurs ou aux joueurs qu'un vague gloussement et un fébrile haussement d'épaules. Qui plus est, cette hantise du sérieux et du dramatique entre en parfaite opposition avec l'impératif d'accroître toujours plus les enjeux. C'est une alliance antinomique dont il existe peu d'exemples réussis tant il s'agit d'un exercice périlleux et qui tend à lasser à mesure qu'elle est utilisée dans des créations qui en sont de mauvaises illustrations. Et pour en revenir à Veilguard, ce décalage entre d'une part un ton aussi léger et détaché et d'autre part des enjeux aussi cataclysmiques n'est pas crédible. D'autant que The Veilguard n'est pas une œuvre indépendante qui pourrait choisir de traiter d'événements graves avec humour et légèreté, s'inscrivant alors dans le genre de la satire un peu à la Terry Pratchett. The Veilguard est le 4e opus de la saga Dragon Age et les événements qui y prennent place découle directement du volet précédent, y compris son antagoniste principal. En ce sens, si les enjeux bondissent en ampleur, il faut impérativement que le ton suive et devienne plus grave, sinon c'est toute la suspension d'incrédulité qui est mise à mal. Dragon Age The Veilguard ne traite donc pas ces enjeux avec le sérieux qui s'impose dans cet univers. Ni le jeu, ni les personnages n'y croient, et en conséquence, nous, joueurs, avons bien du mal à y croire aussi, et donc à être impliqués. Cette implication est par ailleurs mise à mal par la nature même de l'œuvre. Dragon Age n'est pas une saga de livres ou de films, ce sont des jeux vidéo. Ils se doivent donc d'être interactifs et réactifs. Dans le cas du jeu de rôle, cela consiste, au-delà des combats, à surtout faire en sorte que le jeu réagisse à nos actions et à nos choix. En fait, c'est un peu ça la base du jeu de rôle. Là où dans le cas de Veilguard, ça devient compliqué, c'est qu'on est sur le 4e opus. Techniquement, il faudrait que le jeu prenne en compte tous nos choix dans les 3 premiers pour être cohérent et surtout immersif pour le joueur. Dragon Age 2 et Inquisition avaient assez bien géré ça avec la création du Dragon Age Keep qui permettait d'importer nos choix dans les jeux. Mais cela demande une attention particulière de la part des développeurs qui grandit de jeu en jeu puisqu'il y a de plus en plus de choix à prendre en compte. Pour The Veilguard, ils ne l'ont manifestement plus fait, alors que le Keep aurait pu fonctionner vu le peu de choix drastiques à faire dans Inquisition. Or, les seuls choix que l'on nous demande dans Veilguard sont qui notre inquisitrice a romancé,
si l'Inquisition existe toujours ou a été démantelée, et si l'inquisitrice a juré d'arrêter Solas ou plutôt d'essayer de le sauver. Tout le reste n'a donc plus aucun impact, ce qui explique pourquoi le jeu ne parle plus de Ferelden, de Kirkwall et d'Orlaïs, alors que ces histoires constituaient pourtant le socle de tout ce que le joueur sait et aime de cet univers. Et pour justifier que l'on n'en parle plus, tout l'accent est mis sur la gravité des événements en cours, qui prennent toute l'attention et permettent donc de faire cette tabula rasa. Sauf que maintenant, les enjeux sont devenus tellement énormes que s'ils veulent se laisser la possibilité de faire une suite, ce qui est loin d'être certain, inclure une vraie interactivité est devenu impossible. Un choix narrativement intéressant, par exemple, aurait pu être, si on joue un elfe, de rallier Solas. Mais intégrer ce choix, ou d'autres choix du même genre, dans un hypothétique prochain jeu, serait devenu juste ingérable. On sacrifie donc l'interactivité au profit de l'hyperbole, afin de renforcer toujours le sentiment épique. La surenchère, lorsque l'on parle de fantasy épique, est un écueil dans lequel tombent bien plus d'œuvres qu'il n'y paraît et qui dépasse de loin le seul média du jeu vidéo. Et si la littérature se pose la question depuis un moment de savoir comment faire de la fantasy sans tomber dans ses travers, explorant de nouveaux recoins du genre, qui s'intéressent davantage à ce qu'il peut dire de notre monde plutôt que de toujours chercher à en mettre plein la vue, on ne peut en dire autant du cinéma et des séries. Ces industries sont plus timides en propositions innovantes dans le genre de la fantasy, aussi parce qu'elles brassent par projet des budgets bien plus conséquents que l'industrie littéraire. Le risque que prend une maison d'édition à publier un livre qui sort un peu des sentiers battus est bien moindre que celui que doit prendre un éditeur de jeux vidéo ou un producteur de cinéma, dont les financements dépendent d'actionnaires pour qui la priorité absolue est la rentabilité. Ces entreprises ne peuvent donc tout simplement pas se permettre une telle prise de risque. Le cinéma hollywoodien est aujourd'hui entré dans une période où, tandis qu'il tente de faire toujours plus de suites, de séquelles, de préquelles, d'extensions d'univers pour en accroître toujours plus les enjeux avec l'essor des multivers, il désintéresse de plus en plus le public. En série aussi, avec des exemples comme les Anneaux de pouvoir ou même la fin de Game of Thrones, qui abandonne progressivement les intrigues politiques pour tendre vers un affrontement avec des forces démesurées dans une saison finale qui a fait grincer des dents. Même la saison 2 de Arcane, bien que qualitative en soi, tombe en partie dans ses travers et met de côté ses thématiques sociales pour se concentrer davantage sur les aspects magiques de son univers, espérant là aussi accroître ses enjeux. Ce que toutes ces œuvres n'ont pas ou ont perdu de leur matériau de base, c'est le dénominateur humain. Car sans perspective ni point de vue humain sur ce qui est censé être épique, c'est tout le château qui s'écroule, tant il est haut et éloigné, inaccessible et incompréhensible. Ces œuvres se noient donc dans un gigantisme saupoudré de toujours plus d'effets visuels, persuadés que plus fort, plus grand, plus dantesque signifiera plus d'impact émotionnel, quelle que soit l'émotion recherchée. Mais elles oublient donc que le cœur de toute œuvre, même fantastique, parvenant à susciter des émotions, c'est bien l'humanité. My friends. You bow to no one. Je crains sincèrement que tout de suite, tout agrément à une œuvre qui n'a pas été pensée en amont de la création de l'œuvre première est vouée à devoir satisfaire la logique de la surenchère. C'est particulièrement vrai pour les œuvres se plaçant dans le genre de la fantaisie épique. Dès lors qu'un antagoniste est vaincu, si un nouveau doit survenir, il ne peut en aucun cas représenter une moindre menace. Cela me semble un principe assez indépassable. Reste donc à se demander si une œuvre peut à la fois être véritablement épique et toucher malgré tout à notre humanité. Question rhétorique bien sûr, tant les contre-exemples de ceux cités plus haut existent en nombre. En littérature francophone par exemple, des auteurs comme Stéphane Plateau et Pierre Grimbert parviennent non seulement à allier épique et humain,
mais aussi à faire ressortir toute l'horreur de ces situations où l'enjeu est grand et les risques encore plus. On voit essorer tout un tas de réécritures de mythes et légendes, dont ma préférée, Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger, qui ne se contente pas d'aborder un nouveau point de vue. On suit toujours Cuchulainn, le fameux héros de la mythologie celtique irlandaise, sauf qu'ici il n'est pas présenté comme un héros, mais bien comme un connard qui obtient tout ce qu'il veut, par la force, et ne se remet jamais en question. Et via cette réécriture, c'est bien la figure même du héros qui est interrogée. Bien que plus timide que l'Inde ou l'Asie sur l'utilisation de la fantaisie, le cinéma et le jeu vidéo occidentaux aussi proposent leur lot d'œuvres épiques qui tentent d'aller un petit peu plus loin, et d'offrir un point de vue particulier ou une mise en scène plus originale, et qui proposent de réfléchir non seulement sur leur genre, qu'il s'agisse de la fantaisie ou de la science-fiction, mais au travers de leur genre, d'interroger même leurs propres médias. Dragon Age Origins avait déjà un peu de ça, mais il commence à dater et, personnellement faisant partie d'une génération pour qui tout doit aller super vite, je trouve le rythme un peu plan-plan. Mais il y a un autre exemple qui n'est pas si éloigné et qui s'impose comme une évidence. And the game of the year is Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est un jeu de rôle solo et multijoueur développé et édité par Larian Studio, sorti en 2023. Il s'agit de la suite très indirecte de Baldur's Gate 1 et 2, sortis en 98 et en 2000, développés à l'époque par, je vous le donne en mille, BioWare. Des jeux qui se déroulaient déjà dans l'univers de Donjons et Dragons, les royaumes oubliés. Baldur's Gate 3 reprend les principes fondamentaux du jeu de rôle sur table, comme le combat au tour par tour et les lancers de dés, qu'il inclut au modèle plus classique de jeux vidéo de rôle à base d'environnements 3D et de cinématiques. L'histoire commence lorsque le personnage que l'on incarne se réveille sur un vaisseau à la dérive. On comprend assez vite qu'un parasite a été inséré dans notre cerveau, ce qui nous voue à nous transformer dans les plus brefs délais en flageoleurs mentales, autrement dit en poulpes de l'espace. Lorsque l'on finit par s'échapper du vaisseau, notre quête est donc simple, trouver un moyen de retirer le parasite de notre cerveau. Cette quête pour l'intégrité mentale nous mènera à rencontrer une série de personnages que l'on peut recruter ou combattre, de factions, de groupes ethniques et religieux au travers d'environnements gigantesques. L'histoire se déroule en 3 actes distincts, définis chacun par une zone géographique et au cours desquels le mystère autour de ces fameux parasites censés nous transformer va s'éclaircir. C'est à la porte de Baldur que toute cette histoire trouvera une conclusion dans l'affrontement avec le cerveau vénérable, une entité céleste capable de contrôler chaque personne infectée par un parasite. Et je ne peux pas vraiment faire de résumé plus précis que celui-ci, tant Baldur's Gate 3 tient à cœur sa notion de jeu de rôle. Dès les premières secondes, en fait dès le choix de notre personnage, les embranchements pour une histoire radicalement différente ont déjà lieu. Parce que l'on peut créer un personnage sans véritable origine, mais on peut également interpréter l'un des compagnons ou le Dark Urge, un personnage que l'on crée, mais qui est amnésique de son passé que l'on découvrira au cours de l'aventure. On peut aussi faire une partie en mode honneur, ce qui veut dire que l'on ne peut ni sauvegarder ni revenir en arrière, tout ce qui se passe sera définitif, et si nous mourrons, eh bien, ce sera la fin de la partie. Rien que les choix faits dans le menu et le créateur de perso influenceront donc déjà grandement la nature de notre histoire. À chaque rencontre, chaque discussion, chaque combat même, les embranchements et possibilités sont multiples et laissent aux joueurs la liberté de créer une histoire unique, avec des choix parfois plus que discutables, résultant en un jeu qui possède plus de 14 000 fins possibles. Il est donc clair que résumer l'histoire de Baldur's Gate 3 au-delà de sa trame initiale n'a en fait aucun sens, tant celle-ci est véritablement écrite par le joueur lui-même. S'il s'agit d'une partie de franche rigolade entre copains, d'une croisade dramatique, d'une romance tragique, ou de la prise de pouvoir par le plus grand sadique qui soit qui décapite tout le monde sur son passage, c'est à nous d'en décider. Ce qui ne veut pas dire que le jeu ne porte pas de regard sur nos actions, ni que les différents protagonistes se retiendront de les juger, au contraire, car chacun de nos actes entraîne des conséquences, parfois dramatiques, parfois clairement inattendues et dévastatrices, et ce même lorsqu'on essaye vraiment de faire le bien. Parce que dans Baldur's Gate 3, faire le bien, c'est loin d'être évident, et on ne s'y prend pas toujours de la meilleure des manières.
Par ailleurs, tous les gens autour de nous ne nous poussent pas forcément à faire le bien. Si vous êtes trop bon, il y en a que ça va plus qu'agacer, et si par contre vous êtes trop mauvais, certains quitteront votre camp et se retourneront contre vous. Get the fuck out of here, now, before I change my mind. En plus de ça, le jeu vous pousse à faire semblant d'être du côté de l'absolu, donc le fameux cerveau mi-poulpe, mi-vaisseau spatial le plus longtemps possible, afin d'éviter de cramer votre couverture et de devoir vous battre à chaque coin de rue. Parce que des disciples de l'absolu, on va en croiser un paquet, et leur faire croire qu'on est de leur côté est parfois clairement plus simple et plus avantageux. Mais ils vont demander des preuves, et c'est là où, au nom d'un bien plus grand, on se retrouve à faire des choses discutables. Tout ceci nécessite donc de twister de temps en temps la notion de bien et de mal, jusqu'à un certain point au moins. Parce que la limite est parfois ténue entre une petite torsion de concept et le basculement dans l'horreur. C'est à nous de poser cette limite, ou au contraire, de décider qu'elle n'existe tout simplement pas, et d'embrasser à notre tour le statut de méchant, auquel cas il ne nous faudra plus qu'éliminer tous les autres antagonistes pour prendre leur place. Les antagonistes, justement, sont multiples et sont loin de servir le même but. Ils entrent même parfois en contradiction les uns avec les autres. L'absolu n'est en réalité qu'un concept manufacturé par le cerveau vénérable qui, grâce à la couronne de Carsus, influence tous les porteurs d'un parasite. Mais le cerveau lui-même est contrôlé par 3 individus différents qui ont chacun leur agenda propre et pensent pouvoir éliminer les 2 autres. D'autres personnages encore gravitent autour de nous en pensant pouvoir se servir de notre capacité à ne pas être influencés par l'absolu que l'on doit à l'empereur, individu tout aussi peu recommandable. C'est un bordel. Et c'est sans compter les antagonistes propres à chacun de nos compagnons que l'on est censé affronter au terme d'une quête de soi qu'on les aura aidés à accomplir tout au long du jeu. Enfin, ça c'est si on les bute pas dès l'instant où on les rencontre. Parce que si on prend la peine de les recruter, de voyager avec ses compagnons, de faire leur quête et d'aller au fond de ce que chacun a à dire et à développer, on se rend compte qu'ils ne sont pas là par hasard. Le groupe des compagnons à recruter forme un ensemble cohérent, loin des patchworks maladroits vus ailleurs, où chacun développe son unicité tout en abordant l'une des thématiques centrales de Baldur's Gate 3, à savoir l'emprise. Cette question de l'emprise est déjà au centre de la quête principale avec cette histoire de parasite capable de contrôler les esprits. Nous sommes sous emprise de l'absolu et seul le pouvoir de l'empereur qui garde Orpheus emprisonné nous permet de conserver notre libre arbitre et nous empêche de devenir un flagelleur mental. Sauf que l'empereur a son petit agenda personnel dans lequel, en définitive, il veut quand même nous convaincre du pouvoir de la larve et nous persuader de nous transformer. Pour ce faire, au début du jeu, il se fait passer pour un bel ange gardien dans nos rêves et nous encourage à utiliser le pouvoir de la larve. Pouvoir bien pratique puisqu'il permet de se débarrasser facilement des ennemis qui sont eux aussi porteurs d'une larve. Sauf qu'à chaque utilisation de ce pouvoir, on ajoute des points dans le jet de dés qu'il faudra faire au début de l'acte 3 pour résister à la tentation de la larve, ce que, évidemment, nous ignorons au début du jeu. Si nous échouons ce jet de dés parce que nous avons trop utilisé la larve, alors la sérémorphose commence. L'emprise n'est donc pas qu'un thème sous-jacent, ses implications sont imbriquées dans les mécaniques mêmes du jeu. C'est d'ailleurs aussi le cœur de l'intrigue autour du Dark Urge, qui s'avère être un ancien disciple de Baal, le dieu du meurtre, dont tout l'enjeu sera de savoir si nous allons retomber dans nos anciens travers ou parvenir à nous libérer de cette ascendance. Là aussi, il nous faudra résister à l'emprise du dieu qui veut nous voir massacrer tout notre entourage. Enfin, chacune des histoires et quêtes personnelles des compagnons s'articule autour de cette notion d'emprise et s'axe autour d'une bataille pour l'émancipation qu'il faudra gagner en faisant face à ceux qui les auront abusés, utilisés, leur auront menti, auront brisé leur confiance en eux-mêmes et en les autres. Ce sera à nous, joueurs, de leur montrer qu'on en vaut la peine, que le monde en vaut la peine et que tout ce qui a été détruit peut être reconstruit. Si le jeu nous laisse une très grande liberté dans nos choix, nous permettant même d'incarner de vrais connards, c'est bien dans les conséquences de ces choix que se développe l'éthique du jeu. En laissant le joueur tâtonner, se tromper, faire de mauvais choix en pensant que c'était le bon, le jeu laisse le joueur se forger ses propres repères moraux dans cet univers complexe où rien n'existe indépendamment du reste. Ainsi, le jeu ne nous empêche, nous le héros, nullement de poser de mauvaises actions. Seulement, il nous questionne après coup. Est-ce que ça en valait bien la peine ? Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait et de ce que tu es devenu ?
C'est en ce sens que Baldur's Gate 3 traite ses enjeux au travers d'un regard et d'une expérience humaine, à laquelle il n'est même pas nécessaire de pouvoir s'identifier puisqu'il s'agit de la nôtre. Ce n'est pas l'éthique des personnages qui est interrogée, mais bien celle du joueur lui-même, d'où l'existence du Dark Urge qui est aussi vraiment sur le fil de la moralité, et en témoignent toutes les personnes qui tentent de faire une partie avec un personnage mauvais, mais qui ont le plus grand mal à pousser le roleplay aussi loin, et qui finissent par trouver un arc de rédemption. C'est bien notre affect en tant que joueur qui est mobilisé. Et rien de tout ceci n'est incompatible avec la dimension épique de certaines quêtes, des enjeux principaux et de certains combats. Chaque personne qui a fait la quête de Raphaël et le donjon de la Maison de l'Espoir saura de quoi je parle, à savoir les frissons que font ressentir la combinaison entre une musique incroyable, annonçant un combat de zinzin, et la certitude absolue d'être dans la merde. Et au contraire, le fait d'avoir vécu toutes ces aventures auprès de tous ces personnages, passer des dizaines d'heures de jeu en leur compagnie, avoir été remis en question par eux et les avoir vus eux-mêmes se remettre en question, démultiplie la portée des enjeux de chaque quête, surtout celles qui doivent apporter une conclusion au développement de nos compagnons. Et si la puissance des enjeux est démultipliée, les conséquences si on échoue s'en retrouvent elles aussi aggravées. Or ces conséquences ne sont pas des concepts impalpables comme la fin du monde ou de l'humanité, au contraire, elles sont on ne peut plus tangibles et il n'est pas rare d'en avoir un aperçu plus que dissuasif. Dans le genre du RPG qui se traîne depuis quelques années la sale réputation de vouloir faire du cinéma sans en avoir les éléments constitutifs, Baldur's Gate fait office de contre-proposition. Car c'est bien l'interactivité, notion essentielle et indispensable, qui est au cœur du jeu. Tout le reste, la narration, les cinématiques, les dialogues, sont au service de cette interactivité. Tout dans Baldur's Gate 3 réagit à ce que l'on fait, dit, où on marche et qui on regarde de travers. Chacun de nos gestes et choix est pris en compte par le jeu, et c'est cela qui fait que cette partie est la mienne et non pas la vôtre, dans une approche qui retourne à l'essence du jeu de rôle, celui qui se joue avec du papier et des crayons, et qui précédait toute forme de jeu vidéo. Au-delà d'être un jeu addictif, au gameplay si prenant qu'il est parvenu à convaincre une génération entière de joueurs qui n'avaient jamais pratiqué le jeu de rôle sur table de jouer 120 heures à un jeu avec des combats au tour par tour, Baldur's Gate 3 est la preuve que l'on peut, aujourd'hui encore, créer des œuvres de fantasy épiques qui parviennent à capter un fragment de notre humanité. Car en dépit des impasses du genre soulevées plus tôt, la fantasy reste un moyen merveilleux pour aborder n'importe quel sujet, puisqu'elle permet d'exalter une problématique au travers de catalyseurs plus grands. Une famille abusive devient donc une secte vénérant la déesse de la douleur, une nation qui entretient un roman national mensonger devient un peuple voguant à travers les cieux et visant la domination des autres espèces. Une maladie incurable devient un cœur de métal en surchauffe dans le corps d'une femme qui n'a que de l'amour à donner et ne peut toucher personne. Goodbye, son. Goodbye, sea. Et pourtant, il n'y a même pas besoin de toutes ces interprétations pour apprécier tous les personnages et toutes les quêtes du jeu pour ce qu'elles sont, à savoir juste des bonnes histoires. Et en fait, même si on n'a pas envie d'écouter l'histoire, ou que d'une oreille, et qu'on préfère aller défoncer du gobelin entre potes, eh bien, c'est tout aussi possible et le jeu reste tout aussi appréciable et jouissif. Baldur's Gate 3 est d'une générosité dans chaque aspect du jeu, les combats, la permissivité, les dialogues, la violence, la romance, l'humour, le cul, la personnalisation, l'ouverture du monde, les possibilités infinies dans tout que ça en est difficilement croyable. C'est d'un jusqu'au-boutisme à peine concevable qui a fracassé l'industrie du jeu vidéo d'une manière si inattendue jusqu'à remodeler les attentes des joueurs qu'on en vient à se demander « mais d'où ça sort ce truc ?» C'est l'Ariane Studio qui est derrière Baldur's Gate 3. Boîte de développement de jeux vidéo créée en 96 à Gand par un certain Sven Vincke, l'Ariane était jusqu'ici surtout connue pour la saga Divinity, dont les 2 derniers volets, Divinity Original Sin 1 et 2, étaient parvenus à redonner une certaine popularité au tour par tour, système de jeu devenu largement minoritaire dans les RPG de la décennie 2010.
Intéressée très tôt par la production d'une suite à Baldur's Gate 2, Larian approche une première fois les détenteurs des droits de l'univers de Donjons et Dragons en 2014 à la sortie de Divinity Original Sin. Mais ce sera sans succès puisque Wizards of the Coast jugeait à l'époque qu'il manquait encore d'expérience pour développer un jeu comme Baldur's Gate. Ce sera seulement en 2017, avec la sortie d'Original Sin 2, que Larian obtiendra un accord avec les détenteurs des droits. Alright, well, I think we can do this deal. Baldur's Gate 3 mettra 6 ans à être produit, avec un accès anticipé dès octobre 2020, donnant la possibilité aux joueurs d'explorer le premier acte. De 2014 à 2023, Larian passera de 50 à 470 employés, répartis dans 6 studios différents au Canada, en Europe et en Malaisie. De 98 à 2014, Larian est donc resté un studio relativement petit, peinant fortement à se maintenir à flot et passant par des phases de quasi-faillite. Ayant eu beaucoup de mal à trouver un éditeur prêt à s'engager avec une nouvelle boîte pour publier leur premier jeu, celui-ci n'a jamais vu le jour. Il a bien failli, mais l'éditeur qu'ils étaient parvenus à trouver était en fait incapable de financer le jeu, dont il avait pourtant demandé qu'il soit plus ambitieux que le projet initial. C'est un peu ironique. Larian parvient malgré tout à sortir un autre jeu, Lead Wars, mais les rentrées ne sont pas suffisantes. Durant l'année 99, ils doivent se rabattre sur de bien plus petites commandes, moins passionnantes aussi, à savoir des jeux pour casino, afin d'éviter la faillite. Ils finissent par trouver un nouvel éditeur pour sortir le premier Divinity, largement inspiré du jeu qu'ils avaient dû abandonner au début. Un mix entre des jeux narratifs avec beaucoup de textes et des combats hack and slash à la Diablo, très en vogue à l'époque. CDV Software décide de sortir le jeu avant la fin de l'année comptable en cours, alors qu'il est encore truffé de bugs. L'éditeur signe par ailleurs un contrat avec Larian au désavantage du développeur, les privant de recettes si le jeu n'est pas vendu à au moins plusieurs millions d'exemplaires. Et tandis que le jeu est corrigé en cours de route et acquiert en définitive un certain succès, la quasi-totalité des recettes revient à l'éditeur, laissant à nouveau Larian au bord de la faillite. À ce moment-là, Larian doit se séparer de presque toute son équipe et pendant un temps, ils ne seront plus que 3. Il se tourne vers Ketnet, sous-chaîne pour les enfants de la VRT, la télévision flamande, pour qui ils produisent Ketnet Kick, un genre d'application de création d'animation dans un univers 3D pour les enfants. L'argent récolté leur permet de faire une première suite à Divinity et de se mettre au travail pour une suite officielle tout en continuant les petites commandes. Divinity 2 sort en 2009, aussi de manière précipitée et poussée par les éditeurs, sujets comme toutes les entreprises à la crise. And so that game shipped a lot sooner than it should have shipped. And so it was our worst Metacritic that we've ever had. And that was very painful. Like, how the hell did we end here and how the hell do we make sure that it never happens again? And the answer to that was like, well, we can't work with publishers. It just doesn't work. La frustration de devoir travailler avec de petits éditeurs, dont la priorité est de se maintenir à flot en sortant les jeux le plus vite possible, pousse Larian vers une envie d'indépendance. Il se tourne alors vers des investisseurs extérieurs et le financement participatif pour sortir d'abord Dragon Commander, un jeu où on incarne un dragon avec un jetpack, pourquoi pas, et la suite officielle de Divinity, Original Sin. Vu le manque criant d'argent, il décide de sortir Dragon Commander alors qu'il n'est clairement pas abouti et de tout mettre dans Original Sin auquel il croit beaucoup plus. Ils égrènent toutes les banques de Belgique à la recherche d'une qui voudra bien leur faire un prêt, retardent leur paiement de TVA, ce qui est vraiment pas un truc à faire, et finissent par sortir un Original Sin qui recevra un accueil critique très favorable et fera de très bonnes ventes, leur permettant d'enchaîner sereinement avec Original Sin 2 qui trouvera un succès encore plus grand. Depuis Original Sin, Larian est donc éditeur de leur propre jeu, se garantissant ainsi toutes les recettes de la publication, et ce après avoir plusieurs fois vu passer sous leur nez les recettes de jeux pourtant profitables et avoir frôlé de près la faillite à de nombreuses reprises. C'est dans ce contexte-là que Baldur's Gate 3 est produit, et pourtant malgré les nombreuses recettes d'Original Sin 2 qu'ils ne doivent partager avec aucun éditeur, les rentrées restent insuffisantes pour faire un jeu comme Baldur's Gate 3. D'où la sortie en accès anticipé en 2020, qui permettra non seulement de faire rentrer à nouveau de l'argent, mais aussi de bénéficier de retours constructifs de la part des joueurs. L'attention qu'a portée Larian aux demandes et attentes des joueurs est par ailleurs assez significative. Durant les dernières années de développement, ils ont chaque mois, voire chaque semaine, donné des nouvelles, des petits aperçus, des confidences sur l'avancement du jeu,
donnant un sentiment de proximité très cher aux joueurs, sans pour autant clamer qu'ils allaient sortir la plus grande dinguerie de la décennie. L'arrivée de la création des mods, donc du contenu additionnel créé par les joueurs pouvant se greffer au jeu, a été pensée en amont, dans une volonté de voir le jeu durer dans le temps, non pas pour soutirer toujours plus d'argent aux joueurs, mais bien pour leur offrir une expérience différente à chaque nouvelle partie. Il est à noter aussi que l'Ariane Studio est toujours possédé par Sven Vincke et sa femme et que la boîte n'est jamais entrée en bourse. Il n'y a donc aucun investisseur impliqué qui attend des dividendes à une date précise et qui peut par ailleurs se mêler de choix concernant le design du jeu. C'est bien Sven Vincke, CEO de l'Ariane et directeur sur tous les jeux produits par la boîte, qui est aux commandes. Et il faut dire que c'est grâce à sa ténacité, mais aussi à sa réaction face aux échecs et aux mauvaises expériences avec les éditeurs, que l'Ariane en est là aujourd'hui. Sven Vincke n'est pas un CEO qui vient de la finance, ce qui explique les premières années difficiles et les contrats pas très malins signés au début. Il a un diplôme d'ingénieur informaticien, et avant ça, il s'était déjà mis à coder des jeux tout seul, d'abord pour son père et puis pour ses amis. C'est un passionné de jeux de rôle, mais surtout de jeux, depuis le début. C'est un geek à l'ancienne. Et de son propre aveu, trouver des gens passionnés par le jeu parmi les gens à la tête des boîtes de jeux vidéo, des gens qui se soucient de créer un jeu auquel ils aimeraient eux-mêmes jouer, eh bien c'est assez rare. D'où sa frustration de devoir sans cesse faire des concessions sur la qualité des jeux pour des raisons économiques ou des logiques de rentabilité, tout en n'en voyant jamais les fruits. Sven, il ne veut pas faire du business, il veut faire des jeux. Quitte à ne rien gagner du tout, au moins faire un jeu comme ils l'entendent à l'Ariane. Tant pis si c'est le dernier, au moins ils auront essayé, vraiment essayé. C'était la logique derrière Divinity Original Sin, et c'est ainsi qu'ils en sont revenus au combat au tour par tour, abandonnant toutes les recommandations des éditeurs. L'Ariane Studio, c'est une success story, mais qui a plus d'une fois failli virer au cauchemar. Et si on parle de l'Ariane comme d'un miracle, combien de l'Ariane ont dû s'arrêter avant de pouvoir produire un jeu qui leur plaisait vraiment? Combien ont dû céder aux logiques de rachat afin de se sécuriser pour finir par voir leur studio se faire fermer? Faire ce qu'a fait Sven Vincke, c'est prendre d'énormes risques que tous ne sont pas prêts à prendre. Ça nécessite de la vision, de la persévérance, ça nécessite aussi d'avoir une foi un peu folle en son projet. C'est une stratégie du qui tout double qui, si elle échoue, ne propose aucun filet de sécurité. Mais si elle fonctionne, elle est d'autant plus payante que le studio ne doit pas partager les recettes. C'est une stratégie qui offre aussi une bien plus grande liberté de création et un contrôle total de la part du développeur sur son produit, qui n'est pas forcément soumis à des exigences de marché ou des directives absurdes venues d'en haut. Un modèle indépendant oblige en revanche les développeurs à grandement se soucier de la qualité de leur jeu. Parce que s'il n'est pas bon, non seulement il ne se vendra pas bien, mais il risque aussi de décevoir le public qui ne sera peut-être plus présent la prochaine fois. Et sans filet de sécurité, ça devient dangereux. Cela implique donc de privilégier un calendrier de production qui vise une sortie lorsque le jeu est prêt et terminé, et non pas pour combler un trou dans le planning des sorties. Ce qui ne veut pas dire que la production d'un jeu indépendant est de tout repos, sans grand moment de doute, sans difficulté et même sans crunch. Parce que même pour la production de Baldur's Gate 3, l'Ariane a dû avoir recours à du crunch, qui, malgré les discussions qui ont bien lieu au sein des studios indépendants, reste parfois inévitable. Il faut pouvoir aborder la question avec maturité et lucidité envers les développeurs. Ne pas faire semblant qu'il n'y en aura jamais, mais ne pas articuler tout son planning de production autour. Il y a d'autres stratégies à mettre en place pour travailler efficacement sans éreinter les équipes. L'Ariane a par exemple pris la décision d'avoir des studios dans différents fuseaux horaires pour que si un problème n'était pas réglé le soir venu, un autre programmeur puisse prendre la relève. Dans n'importe quelle industrie, on fait des heures sup à l'approche de rendus ou de moments clés. On en fait d'ailleurs toujours plus que ce qu'on prévoit, parce que, justement, il y a toujours des imprévus, des problèmes de dernière minute, un truc qui peut capoter. Et comme on en fait toujours plus, on se piège si on mise dessus dès le début sans se réserver d'autres leviers à actionner. Parce qu'alors, on n'a plus aucune marge de manœuvre, si ce n'est le surmenage des équipes. You've spoken before about avoiding crunch. How did you approach that? How do you avoid that? Well, we didn't fully avoid it. I mean, we did have our moments where things were completely wrong. For a long time, what we did is we added people because we could.
So we tried to match our ambitions by adding extra people, and then for a long time we delayed things because we could. So those were the first easiest ones to do. But at a certain point in time we had to start releasing things, and then it became about being able to dashboard our velocities, really. How much work can we actually do? And then we weren't 100% accurate with that, but it did save a lot of things because we were able to predict this is going to work out, this we can't do anymore. We need to find other solutions. You have tools at your disposal. Can you outsource it? Outsource it. Can you fix it by scaling up? Scale it up. Can you fix it by reducing it? Reduce it. And the last one is like, okay, we need to do extra work. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'industrie du jeu vidéo est en pleine réforme. L'intérêt de plus en plus marqué pour les jeux produits par des studios indépendants, les vagues de licenciements dans les grosses boîtes de développement et chez les éditeurs après des années Covid ayant favorisé leur expansion, les enjeux technologiques toujours plus grands et l'essor de l'intelligence artificielle sont tout un tas de facteurs influents qui rendent difficile de prédire avec certitude de quoi l'avenir sera fait. Il y a néanmoins des enseignements à tirer de l'état actuel de l'industrie et de ses travers. Le problème de la surenchère soulevé plus tôt, particulièrement en ce qui concerne les antagonistes et les enjeux, ne vient pas de nulle part. Il s'inscrit précisément dans une logique industrielle elle-même expansionniste. Ce sont bien les éditeurs et leurs actionnaires avides de profit, mais aussi les majors et nouveaux exploitants du secteur du cinéma qui imposent leurs besoins financiers à l'industrie, en commandant et finançant des produits dont ils sont certains qu'ils seront rentables afin de minimiser la prise de risque. Les éditeurs qui doivent rendre des comptes n'ont pas d'autre choix que de capitaliser sur des licences déjà installées avec un public acquis qui n'attend que la suite. Mais ces projets n'émanent dès lors plus de créatifs qui ont l'envie de faire un jeu parce qu'il leur plaît, parce que c'est un jeu qui vient d'eux et auquel ils voudraient eux-mêmes jouer. Ce sont des projets de commande sur lesquels les développeurs et auteurs se retrouvent bon an mal an obligés de travailler alors qu'ils n'en ont peut-être pas fort envie, que l'univers ne les inspire pas ou plus et qu'ils ont envie de faire autre chose. On se retrouve donc avec des développeurs éreintés et pressés comme des citrons qui doivent passer d'un projet à l'autre sans lever la tête du guidon, menés par des chefs qui ne savent plus quoi faire pour satisfaire les demandes et qui finissent par tuer leur propre studio avant de quitter le navire. Concernant BioWare, on dirait bien que les citrons ont été pressés jusqu'au bout et qu'il ne reste plus beaucoup de jus. Electronic Arts a annoncé que Veilguard n'avait atteint que 50% de ses objectifs. Selon eux, c'est parce qu'ils en ont fait un jeu solo, sans microtransactions. Évidemment, ça n'a rien à voir avec tous les problèmes de cohérence, d'écriture et d'interactivité du jeu. Pas du tout. Avec les dernières restructurations de janvier, il ne reste chez BioWare plus qu'une petite équipe pour faire Mass Effect 5 et plus personne de l'équipe de Dragon Age. On sait maintenant qu'Electronic Arts a toujours eu plus de foi en Mass Effect qu'en Dragon Age, que chaque succès les a limite surpris et qu'ils attendaient une bonne raison de boucler la franchise. Vu le peu d'intérêt et de considération qu'ils ont eu pour Dragon Age 2, sans doute qu'ils comptaient déjà s'arrêter là. Je vous l'ai dit, Dragon Age 2 est un projet miraculé qui partait perdant sur tous les points de vue. Mais cela dit, c'était peut-être Dragon Age tout court qui partait perdant. La saga a toujours été vouée à mourir dès l'instant où elle ne serait plus rentable. Les développeurs le savaient bien, d'où la pression immense à chaque nouveau projet et la nécessité d'être toujours plus épique et impressionnant. Aujourd'hui, on dirait bien qu'Electronic Arts est prêt à se débarrasser définitivement de BioWare. Dragon Age est clôturé, il ne faut plus que terminer Mass Effect et il a intérêt à être juteux. Il est donc fort à parier que nous verrons un Mass Effect 5 bourré de microtransactions, avec, je vous le donne en mille, un méchant encore plus méchant, et que ce sera potentiellement la finale et dernière sortie de BioWare. Parce que si ce n'était toujours pas évident, ces entreprises-là sont tellement coincées dans l'engrenage de la croissance et le besoin absolu de rentabilité que s'en extirper pour tenter de faire autre chose de ces œuvres qu'une énième suite ponctionnant les dernières gouttes de nostalgie des joueurs est devenu impossible, quand bien même il y aurait de temps en temps un créatif plus inspiré que les autres. C'est pourquoi, dans cette industrie bâtarde, qui vise la création d'œuvres à la fois culturelles et divertissantes, mais aussi rentables, la plupart des productions se retrouvent à n'être que des produits marketing. Et pourtant, les exceptions existent, à la fois dans le jeu vidéo et en fantasy épique.
Il y en a qui essayent de se démener malgré toutes les embûches, malgré les impératifs économiques, et qui parviennent quand même à pondre un truc qui s'approche d'une œuvre d'art. Parce que oui, un jeu vidéo peut parler de politique de façon archi frontale, et parce que oui, la fantasy est un genre sérieux qu'il faut prendre au sérieux. Nous ne laisserons pas les gros éditeurs pleins de cynisme entacher ça. Les joueurs ne veulent pas de votre cynisme, ils ne veulent plus de vos jeux sans une once d'originalité. Et si la formule donne l'impression d'encore marcher, elle s'essouffle en réalité. Et lorsqu'elle ne fonctionnera plus, ces entreprises seront-elles ne serait-ce que capables de se réinventer? Auront-elles la marge de manœuvre financière et humaine nécessaire? Parce qu'à force de produire toujours les mêmes jeux de la même manière, ce sont les développeurs aussi, particulièrement les jeunes, qui se retrouvent malgré eux enfermés dans un carcan bien défini et qui n'apprennent pas à innover. L'espoir que l'on peut nourrir, c'est que les échecs à répétition de ces studios finissent par laisser une place vacante sur le marché. Il revient donc aux joueurs de décider quel genre de jeu ils souhaitent voir prendre cette place, et ce, en achetant les 10 jeux. Car la consommation des joueurs aussi influence le marché, nous sommes tout aussi responsables que les investisseurs. Peut-être cette place pourra-t-elle être prise par des créateurs indépendants et par des éditeurs qui n'ont pas que le mot profit à la bouche. Des studios qui proposent des œuvres qui parlent aux joueurs, aussi tout simplement parce qu'elles sont pensées, conceptualisées et exécutées par des joueurs. Des personnes impliquées dans leurs médias au-delà de ce qu'il a à leur rapporter et qui, au contraire, se soucient davantage de ce que eux, ils peuvent apporter aux médias. Après tout, Baldur's Gate 3 aussi est la suite d'une licence, elle-même adaptée d'un autre jeu. Mais il a été fait par des personnes qui avaient quelque chose à dire, une vision innovante à apporter, et par-dessus tout, qui croyaient à leur projet. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue and didn't serve the game design. They didn't treat their developers like numbers on a spreadsheet. They didn't treat their players as users to exploit. And they didn't make decisions they knew were short-sighted in function of a bonus or politics. They knew that if you put the game and the team first, the revenue will follow. They were driven by idealism and wanted players to have fun. And they realized that if the developers didn't have fun, nobody was going to have any fun. They understood the value of respect, that if they treated their developers and players well, those same developers and players would forgive them when things didn't go as planned. But above all, they cared about their game because they loved games.